Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour cette belle soirée. Il nous manque encore une quinzaine de personnes, mais on va commencer, ça les fera venir. Donc, on est parti pour une conférence d'1 heure et demie. Le sujet, vous l'avez découvert, hein, c'est les croyances qui parfois gouvernent un peu notre vie, ou en tout cas la limite. Jérôme est spécialiste du sujet, ça fait déjà quelques années qu'il travaille dessus. Il vient d'écrire près de 800 pages sur ce sujet-là. Donc je pense qu'on peut considérer qu'il est un peu spécialiste. Mais nous avons un deuxième spécialiste dans cette salle qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. C'est un éminent psychiatre de renommée internationale. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir notre professeur, monsieur Jean-Philippe Marandet. Pouvez-vous m'appeler Madame Pichon, s'il vous plaît? Oh, bonjour docteur, c'est gentil de m'avoir fait appeler. Mais je vais malheureusement pas pouvoir passer beaucoup de temps avec vous parce que j'ai beaucoup de travail prévu. Vous avez beaucoup de visites prévues? Non. En fait, vous savez, ma famille ne peut pas rentrer en contact avec moi en ce moment. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes si active? Mais les nouveaux. Je n'ai pas écouté les infos aujourd'hui. Mais récemment, il y a eu une catastrophe parce qu'il y a 5 nouveaux admis dans l'établissement. Vous voulez dire des patients? Non, pas du tout. Des morts, comme moi. Madame Pichon, nous en avons discuté déjà longuement. Pourquoi vous obstinez-vous à penser que vous êtes morte? Parce que c'est la vérité. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela, Madame Pichon? Mais c'est évident, docteur. Mais comment je serais, si j'étais vivante, comment je serais rentrée aussi facilement en HP? Madame Pichon, pouvez-vous me rappeler la signification du terme HP? Il s'agit du pôle pareil. Donc, si je résume la situation, on peut dire que vous êtes morte et que vous vous occupez à accueillir les nouveaux arrivants dans le pôle paradis. C'est bien ça, Madame Pichon? Je voudrais vous poser une question. À votre avis, est-ce que les morts saignent? Pourquoi vous posez cette question? Vous savez bien que non. Très bien. Je voudrais, si vous le voulez bien, vous proposer une petite expérience. Laquelle? Autorisez-vous à vous piquer le doigt avec cette aiguille. Rassurez-vous, ça n'est pas douloureux, je vous le promets. Bon, allons, si ça vous fait plaisir. Voilà. Et alors? C'est incroyable! Mais je saigne! Ben, vous voyez bien. Je vois? J'en reviens pas. Et donc, vous en concluez que... J'en conclus que, grâce à vous, docteur, maintenant, je sais que les morts saignent. ça n'est pas gagné. Alors, la petite scénette que nous venons de voir essaye bien sûr d'expliciter ce que sont les croyances, mais au-delà même des croyances, vous voyez que la personne est mise devant une situation où ça crée un choc, et ce choc ne va pas du tout entraîner un changement de croyance, mais une réinterprétation qui ne va pas changer sa croyance, mais qui va inclure la nouvelle information dans sa croyance qui existe déjà au départ. Autrement dit, nous sommes tous habités par un certain nombre de croyances, mais particulièrement une méta-croyance, c'est-à-dire une croyance sur les croyances, que nos croyances ne sont pas des croyances. C'est la raison pour laquelle c'est si difficile de les modifier,
en fait. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un, mais enfin, c'est évident, c'est une croyance, la personne, généralement, le prend assez mal. Et la raison pour laquelle elle le prend assez mal, c'est qu'une des fonctions des croyances, on va le voir un peu en détail, c'est précisément de maintenir une cohérence identitaire et une cohérence de la vision du monde que nous avons. Et ça coûte finalement extrêmement cher de changer cet équilibre sous couvert de la découverte que nous croyons quelque chose qui n'est pas vrai. Et donc, la conclusion, c'est que nous ne croyons pas ce qui est vrai, mais nous disons que c'est vrai parce que nous le croyons. La conférence est terminée. Alors, pour commencer, je vous propose que nous fassions ce que la population des accompagnants professionnels, qu'on appelle des coachs, font généralement, ou cette population s'entraîne généralement à des processus d'inclusion. La notion d'inclusion vise à permettre au groupe d'identifier où sont finalement les contours du groupe et de créer les conditions pour que la personne dise « j'ai envie de rentrer dans ce groupe ou pas ». Alors, un exercice d'inclusion, c'est par exemple, bon bah allez, on se présente. Voilà, parce que finalement, ça va permettre à chacun de dire « mais t'es qui toi ?» Je suis une grenouille à grande bouche, il n'y en a pas beaucoup ici. Et puis de dire « mais finalement, est-ce que je me retrouve dans les personnes qu'il y a autour de moi? Est-ce que ce n'est pas trop différent? Est-ce que je ne vais pas finalement être dans un certain inconfort ?» Donc on va juste travailler un tout petit peu au niveau de l'inclusion. Et je vous propose d'abord de commencer par très simple. Qui ne vient pas de Lyon? Allez, on se compte. 1, 2, 3, etc. Merci. Qui vient de Lyon et alentour? Ah oui, quand même. Alors ça, c'est sur la géographie. Est-ce qu'il y en a qui viennent de Paris? Oui. Est-ce qu'il y en a qui viennent de Dijon? Oui. Est-ce qu'il y en a qui viennent d'Aix-en-Provence? Non. Donc ce sera le lieu de la prochaine conférence, éventuellement si ça marche. Est-ce qu'il y a parmi vous, maintenant on va être beaucoup plus précis, des gens qui sont des accompagnants professionnels, c'est-à-dire des coachs, des thérapeutes? Allez-y. Ah oui, quand même, il va falloir que je fasse attention à ce que je dis. Alors, ok. Est-ce qu'il y en a qui sont superviseurs, c'est-à-dire des coachs de coach? Ok. Ah, bah ok, je pourrais dire des conneries, c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui sont managers? Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont RH, DRH? Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont chefs d'entreprise? Même si vous cumulez, hein, ce n'est pas interdit. Hein. Vous pouvez dire all of the above. Hein. Je viens et de Lyon et d'ailleurs de Lyon. Hein. C'est possible ça. Hein. Ça fait un peu des conflits, mais au moins cognitifs, mais à la limite, c'est pas grave. Bon, voilà. Alors, quels sont ceux qui n'ont pas été nommés? Ah! Alors, qui n'a pas été nommé? Oui, Christophe. Alors, Christophe, il est responsable national d'un grand syndicat français, pas la CGT. Hein, c'est un bon syndicat. Est-ce qu'il y a des syndicalistes? Putain, il faut que je fasse gaffe. Qu'est-ce que c'est qu'un bon syndicat? Est-ce qu'il n'y a pas une croyance derrière ça? Attention. Est-ce qu'il y en a qui viennent parce qu'ils ont été traînés, soit par des amis, soit par des conjoints, etc. Oui. D'accord. Ok. Non, mais c'est important, ça, de savoir quelle est la part des gens qui veulent bouffer du coach et bouffer du conférencier en se disant, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter? Ok. Est-ce qu'il y en a qui... En fait, je vais vous poser une autre question. On va aller un petit peu plus loin dans l'inclusion. On a fait la géographie, on a fait un peu les métiers. Maintenant, je vous propose comme question un petit peu plus profonde. Est-ce que vous avez des croyances concernant cette soirée? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez parler avec la personne qui est immédiatement derrière vous.
Et les chaises ne peuvent pas se déplacer, donc les conjoints et tout ça qui se sont mis l'un à côté de l'autre, dommage, vous n'allez pas pouvoir parler ensemble. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez juste vous retourner. Alors ne vous retournez pas tous, parce que sinon, rang impair, on se retourne, rang pair, on se tourne pas, d'accord? Alors allez, c'est qui le rang pair, le rang impair, etc. Vous allez juste vous retourner. Et l'idée, c'est est-ce que vous avez une croyance concernant cette soirée? Alors, par exemple, merci Isabelle. Isabelle dit, ça va être super. Allez-y. Alors, dès que vous voyez que je lève le bras, droit ou gauche, vous levez le bras et vous vous arrêtez de parler. Dès que vous me voyez lever le bras, vous levez le bras et vous vous arrêtez de parler. Voilà. Si j'avais amené une cloche, si j'avais crié dans le micro, ce serait catastrophique. Là, l'expérience qu'on fait, c'est l'expérience d'un phénomène viral qui est très très efficace. Quand vous voulez obtenir du silence dans une salle, même s'il y a 1000 personnes, ça marche extrêmement bien. Il suffit que vous, sur scène, vous leviez le bras. S'il y en a un autre qui vous voit et qui sait qu'il faut qu'il lève le bras après, la contagion est redoutable. Et en l'espace de 5 secondes, vous avez le silence. Pour les coachs qui font de l'animation en équipe, de grands groupes, ça c'est vraiment un truc génial. Hein. D'accord ? Le coup de lever le bras. Ok ? Bon, vous pouvez reprendre si vous n'avez pas fini de parler. Quelle est votre croyance ? Hein ? Allez-y. Et donc, ce que je vous propose, je le redis pour ceux qui n'avaient pas écouté le début ou qui n'étaient pas là, vous pouvez vous connecter par ce QR code sur l'application ou le groupe WhatsApp qui s'appelle Conférence du 28 mars. Et l'avantage, c'est que vous pouvez écrire, si vous voulez, sur votre téléphone, ben moi, ce soir, je crois que. En venant à cette conférence, je crois que. Alors, je crois que je vais apprendre quelque chose, je crois que je vais retrouver des copains, je crois que je vais bien manger sans se pourgogner, je crois que... voilà. Hein, qu'est-ce que je crois ? Alors, il y en a qui vont être un peu plus précis, ils vont dire, ben voilà ce que je pense. Alors, une pensée est-elle une croyance ? Puis il y en a qui disent, vu que ça m'a coûté de l'argent, ça a intérêt à être intéressant, voilà, parce que sinon... Voilà. Alors, la croyance qu'il y a derrière, ce serait quoi ? Ce serait si je paye, il faut que ce soit intéressant ? J'aurais tendance à dire, et si ça pouvait être intéressant quand c'est gratuit ? Hein ? Ce serait pas mal ça, non ? J'ai toujours eu l'art de me tirer une balle dans le pied concernant mon business plan, mais bon, voilà. Vous voyez, on découvre petit à petit qu'en fait, dans une croyance, il y a toujours une espèce de connexion entre plusieurs parties d'une phrase. En venant ici, je crois que je vais apprendre quelque chose, ou je crois que je vais bien manger, vous voyez ? Là, tout de suite, on identifie que dans une croyance, il y a toujours une syntaxe. Et donc, plusieurs fois, j'ai vu des gens, alors que je faisais des conférences, qui me disaient avec le micro, à l'époque où je ne faisais pas de l'intelligence collective à 130, et grâce à WhatsApp, ils me disaient « Mais ça, Jérôme, c'est une croyance. » Et je leur disais « Je suis d'accord avec vous, mais ou plutôt peut-être, mais pour que je sois d'accord avec vous, il faut que vous me le prouviez. » Et ça, c'est toujours extrêmement difficile de prouver à l'autre que ce qu'il dit, c'est une croyance. Vous l'avez vu avec notre psychiatre éminent, Jean-Philippe, et Isabelle, sa patiente, qui finalement, alors qu'elle est confrontée à une dissonance cognitive, « je suis mort » égale « je ne saigne pas », si jamais on lui prouve qu'elle saigne, alors elle réinterprète le réel pour dire « j'ai compris, les morts saignent ». C'est-à-dire que la dissonance cognitive va induire chez nous une transformation de ce que nous sélectionnons comme information pour venir
confirmer ce que nous croyons. Quand vous aimez un livre ou vous aimez un film, ça vient toucher quelque chose, par exemple vos convictions ou quelque chose comme ça, et ah ça c'est un bon film. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas complètement en contact avec la qualité du bouquin ou la qualité du film. On est plutôt en contact avec votre vie intérieure qui va vous faire reconnaître à l'extérieur quelque chose qui se niche à l'intérieur de vous. Voyez ? Ça, c'est toujours extrêmement intéressant. Et donc, reconnaître la croyance de quelqu'un, ou la sienne, c'est d'abord identifier, si vous voulez, une syntaxe. Alors, quelle syntaxe ? Nous allons y revenir d'ici quelques instants. Mais avant, j'aimerais vous présenter vous faire un petit exercice pour savoir si vous êtes prêt à interroger ou réinterroger vos croyances et potentiellement si vous êtes prêt à en changer. Parce qu'il est évident que notre malade préférée, Isabelle, préfère beaucoup avoir le rôle d'accueillir les morts dans cette hall paradis plutôt que cet hôpital psychiatrique. Et donc, elle, vraisemblablement, ne changera pas de croyance. Mais certaines personnes disent là, cette croyance-là, ça me chiffonne un peu, quoi. Ça m'empêche d'avancer. Et dès lors que vous faites un petit peu de développement professionnel, du style vous changez de boîte, vous changez de métier, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que vous allez être confronté à des représentations qui peuvent être limitantes. Et ces représentations limitantes sont très souvent empreintes de croyances, et ces croyances vous empêchent d'avancer. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, il faut essayer de réfléchir à, mais finalement, est-ce que je suis prêt à modifier mes croyances ? Alors, je vais vous proposer très rapidement quelques questions et vous allez vous-même y répondre. Vous pourrez éventuellement sur WhatsApp répondre à telle ou telle question, peu importe. Je vais vous les afficher et puis on va travailler pendant 5 minutes avec la personne à côté ou derrière, peu importe. Et vous allez juste essayer de répondre à quelques-unes de ces questions. Alors je vous les affiche les unes après les autres. La première, c'est est-ce que vous pensez que vos pensées et vos croyances limitent vos choix ? Est-ce que vous pensez ça ? Deuxième question, est-ce que vous pensez que vos pensées du jour créent votre vécu de la journée d'aujourd'hui ? Ce matin, vous vous êtes réveillé. C'était quoi vos pensées ? Ce qu'il faut savoir, c'est que, grosso modo, en 1 heure, on a 50 000 pensées. Donc ça veut dire qu'à la minute, vous avez 300 mots qui circulent dans votre cerveau. Fort heureusement, il y en a à peu près 7 dont vous vous souvenez, ou 7 idées dont vous vous souvenez, pendant que votre inconscient est en train de traiter des milliards et des milliards d'informations à la seconde. Vous voyez ? Et donc, ce dont vous êtes conscient, c'est grosso modo de 1 à 5% de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pour peu que vous ayez des croyances qui sont bien enracinées, vous faites des choses qui vous paraissent parfaitement cohérentes, et néanmoins, ça vous empêche éventuellement d'aller là où vous voulez aller. Donc si vous êtes convaincu que vos pensées du jour créent votre vécu de la journée d'aujourd'hui, eh bien, intérieurement, vous répondez oui. De la même manière, à la première question, peut-être vous pouvez répondre oui ou non. Est-ce que vous pensez que 90% de vos pensées sont les mêmes depuis de nombreuses années ? Et il y en a peut-être des pensées qui n'ont absolument pas changé depuis des années. Moi, j'ai des convictions qui n'ont pas changé depuis l'enfance. Et j'y suis très attaché. J'allais dire, j'ai développé une relation très intime avec ces pensées-là, avec ces convictions. Et quand quelqu'un me dit quelque chose qui vient heurter ces convictions, je dis pudiquement, nous n'avons pas d'atome crochu. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'une chose grave arrive dans votre vie pour vouloir changer vos pensées ? Alors, j'ai une connaissance, je ne peux pas parler d'un ami,
qui, lui, il ne se pose jamais de questions. Et puis, il a développé un cancer. Il s'en est à peu près sorti. Et c'est quelque chose de grave. Et il pensait que ça n'était pas nécessaire de prendre des vacances ni de voyager. Il était passionné par ce qu'il faisait. Et bien, du jour au lendemain, à cause de cette reconfiguration créée par l'incident de la maladie, tous les mois maintenant, il part en vacances. C'est-à-dire, il fait un voyage, pas forcément un voyage à l'étranger, mais il fait un voyage. Ce voyage, ça peut être, je pars à Aix-en-Provence, je pars au Festival d'Avignon, je fais quelque chose qui est différent. Vous voyez ? C'est intéressant, mais ça a été déclenché par, à un moment donné, quelque chose de grave. Est-ce que vous pensez que votre identité dépend de vos pensées et de vos croyances ? Là encore, si vous répondez oui, eh ben, vous cochez. Alors je vous le dis tout de suite, il va y avoir 7 questions. Si vous répondez oui à 4 d'entre elles, vous êtes bon pour la marmite à changer vos croyances. Voilà, vous êtes prêts. Si vous répondez non à tout, eh bien, vous n'êtes pas obligé tout de suite d'aller faire un travail de développement personnel et de conscience de vous-même. Ce n'est pas utile. Encore une fois, travailler ses croyances, ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste comme ça pour le fun. On peut. Ce soir, c'est pour le fun. Mais à un moment donné, ça peut devenir nécessaire parce qu'il y a quelque chose qui vous coince ou un machin comme ça. Pensez-vous que c'est difficile de changer vos pensées ? Alors, ce qui se passe, pour information, c'est que vos pensées créent des autoroutes à l'intérieur de votre cerveau en créant des synapses qui sont éventuellement extrêmement épaisses, les synapses. Et donc, quand une pensée est passée sans arrêt, la synapse, elle se muscle. Et donc, changer des pensées, même si elles sont fausses, va devenir extrêmement difficile. Et donc, il y a un moment donné, c'est comment on fait pour changer ses pensées. Alors, ce n'est pas forcément extrêmement difficile, mais ça demande que vous soyez motivé. Si vous pensez toujours que la personne avec qui vous vivez est un con, la tendresse va être un peu plus difficile. Et donc vous pouvez dire, si je pense que mon conjoint est un con, je ne peux pas l'aimer. Ça a une syntaxe de croyance. Mais vous en avez trouvé beaucoup, des gens qui trouvent que leur conjoint c'est un con et qu'ils l'aiment ? Pas gagné, pas gagné. Pensez-vous que c'est votre responsabilité, à vous seul, de changer vos pensées et vos croyances ? Donc si vous avez 4 réponses oui, alors vous êtes sans doute prêt à explorer un peu plus profondément l'univers de nos pensées, de nos croyances, mais aussi de nos valeurs ou de nos représentations. Si vous voulez, il y a un lien très étroit entre nos besoins, nos valeurs, nos croyances, nos comportements, etc. Ce lien, c'est très intéressant de le voir, parce que quand vous faites de l'accompagnement, si vous ne faites pas ce lien, vous allez avoir très peu de levier pour aider l'autre à changer. D'accord ? Ça, c'est des petites choses qui sont intéressantes à voir. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous vous retourniez, et je vous donne 3 minutes, même pas 5, parce que le temps passe, je vous donne 3 minutes pour dire, par rapport à ces questions, vous pensez quoi ? Vous êtes plutôt oui ou plutôt non ? Ou plutôt je ne sais pas ? Allez-y. Je suis toujours fasciné que ça marche. Juste le fait de lever le bras. Pendant des années, j'y suis venu avec des cloches, des gongs, les trucs. J'ai égorgé 3 poulets le matin, me disant il faut faire du team building vaudou, ça va marcher, etc. Ouais, ça, c'est des croyances. Alors, j'ai envie de vous partager 2-3 croyances que j'ai sur cette soirée. La croyance, c'est qu'en vivant cette expérience, je vais me sentir aimé. Alors là, il y en a qui se disent « Oh le con !» Alors pourquoi ?
Pourquoi je pense qu'en faisant ça, je vais me sentir aimé? Tout simplement parce que mon besoin, c'est d'être aimé. Et si je crée ça, merci Martine d'avoir dit sur WhatsApp que j'étais dans mon hérisson, ou dans mon hémo2i. C'est vrai qu'en faisant ça, je fais ce pourquoi je suis venu sur Terre. Rien que ça. Non, vous inquiétez pas, ça va pas voler aussi haut, puisque juste après, il y a un gars, une fille qui vont nous expliquer, dans une scénette assez simple, ce que c'est qu'une croyance. Donc ça, c'est ma première croyance. La deuxième croyance, c'est ça va bien se passer si je les aime. Et j'ai écrit à une des personnes ici, elle se reconnaîtra quand elle lira la dédicace, j'ai écrit « Ravi de faire ta connaissance et peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures ou pour d'autres aventures. » Et tout d'un coup, j'ai dit « Oh merde, c'est pas ce que j'ai voulu dire. » C'est-à-dire que vous voyez bien que le langage est quand même très ambigu. Si je vous dis « Qu'est-ce que ça veut dire I don't know ?» et que vous me répondez « Je ne sais pas », vous dites « Ça veut dire je ne sais pas » ou « Je ne sais pas ce que ça veut dire ». Vous voyez que le langage, il est très ambigu. Les croyances, c'est pareil. C'est très ambigu. Voilà. Donc, quand vous vous exprimez, à un moment donné, ça peut être compris éventuellement de travers en fonction de ce que l'autre a à l'intérieur. Et donc, ma deuxième croyance, c'est ça va bien se passer si je les aime. Alors, ça veut dire quoi aimer? Comme disait l'autre, aimer, c'est regarder dans la même direction. Et là, il y a l'épouse qui dit « C'est bien aussi quand tu me regardes et que tu me dis que tu m'aimes. » Non mais chérie, ce qui est important, c'est d'aller dans la même direction. Vous voyez ? Là, on s'aperçoit que dans le langage, on dit s'aimer, c'est regarder dans la même direction. Ça, c'est la structure grammaticale d'une croyance. Et l'autre dit « Mais pas du tout. S'aimer, c'est quand tu me dis que tu m'aimes. » Ah. Quand quelqu'un vous dit « Tu ne m'as jamais aimé. » Alors là, vous dites, mais c'est pas possible. Comment elle a pu penser ça? Comment elle peut croire ça? Vous voyez? Et donc, vous voyez, tout ça, vous voyez à quel point nous sommes en contact avec nos croyances. Alors, pourquoi c'est important à un moment donné de travailler ces croyances? Je vais vous donner un cas de figure qui est assez classique. Vous connaissez sûrement ce dessin, je l'ai refait hier soir. Ça, c'est souvent ce que nous craignons qu'il arrive ou qui nous arrive. Dans les faits, c'est plutôt ça qui est susceptible de nous arriver. Et ce qui nous arrive, effectivement, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Alors, il paraît que j'ai un petit... Ah ouais, j'ai ça là. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que nous croyons ça ou que nous pensons que ça peut arriver? Eh bien ça, c'est lié à la construction de notre cerveau. En fait, à un moment donné où les lions, quand ils font comme ça, c'est parce qu'ils veulent faire de vous leurs 4 heures ou leur petit déjeuner, que vous avez intérêt à croire qu'ils ne vous veulent pas du bien. Et donc, vous courez très très vite. Et donc, en fait, notre cerveau est habitué à être extrêmement vigilant. Et dans la construction de notre cerveau, le cerveau reptilien, il a été créé en premier avec des automatismes qui visent essentiellement la survie, la reproduction et le plaisir. C'est tout. Donc c'est assez primitif, si vous voulez. Et donc, pourquoi, lorsque vous imaginez une radio qui a décidé que 80% des informations seraient des informations positives, pourquoi cette radio n'a pas beaucoup d'audience? Tout simplement parce que notre cerveau est ainsi construit pour nous maintenir dans une hyper-vigilance pour qu'on puisse survivre. Donc quand on dit à quelqu'un « mais arrête d'avoir peur, mais tu te fais des histoires », on voit que la personne pense ça, même s'il y a ça, le cerveau est ainsi conçu que c'est grâce à ça qu'on est encore vivant. Et donc, à un moment donné, il est vrai qu'on peut un peu travailler les croyances, mais pas forcément complètement. Et donc, le fait que vous ayez cette grande tache grise, alors ce qui va vous arriver, c'est juste la petite puce rouge,
exige de vous-même de raisonner. Et donc, dans le cerveau, il y a d'abord le cerveau reptilien, donc des automatismes très primitifs, très archaïques. Après, il y a la construction du cerveau où on va dire que finalement c'est l'émotion, hein, c'est le cerveau limbique. Et ensuite, il y a le néocortex. Et quand vous dites à quelqu'un « mais arrête d'avoir peur », le néocortex qui a 200 millions d'années alors que l'autre il est beaucoup plus vieux, il vous dit « cause toujours, tu m'intéresses ». Autrement dit, on ne peut pas tout raisonner. Et donc, on va se rendre compte en fait qu'on construit une réalité qui est issue de ces trois cerveaux. Et donc, travailler ses croyances à un moment donné, c'est aller regarder comment on construit la réalité. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez ça. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder assez rapidement ce qui peut se passer dans les films. Parce que les films sont truffés de croyances. Je vous rassure, les journaux télévisés aussi, hein, ce n'est pas juste les films. Mais Cécile a pris pas mal de temps pour éplucher quelques films, quelques vidéos, et on a fait un petit florilège qui va durer 5-7 minutes. Et ce que je vous propose comme exercice, c'est que vous essayiez de repérer les croyances de ces gens. Et vous allez voir, comme je ne vous ai pas vraiment donné complètement la structure d'une croyance, ça ne va pas être si fastoche, mais néanmoins, ça fait beaucoup rire. Alors, ça va être ça, la séquence vidéo. Oh, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était tous là comme ça autour d'une table. Moi, j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des couches sur la tête de maman avec, mais tu sais, avec le poisson. Ouais. Du poisson? Ouais. Mais c'est très bon, ça. C'est de l'argent? Mais tu vas gagner de l'argent. Ah bon? C'est ça? Vous m'offrez un chien? Ça te fait pas plaisir? Tu fais une drôle de tête. Surprise. Oui, voilà, je suis surprise, mais je... Vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande expérience des chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens. Et je peux vous assurer que quand vous saurez ce que c'est, alors là, vous serez vraiment surprise. Vous voulez que je vous dise le fond de mon cœur? Un chien ne vous décevra jamais. Yeah, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Oui, ça peut sembler idiot ce que je dis, mais personne ne m'a aimé, personne ne m'a comprise comme Freddy. Et quand il est mort à 18 ans passés, vous savez ce que j'ai fait? Oui, voilà. J'ai déménagé. Ah, c'est bien de le reconnaître. Hein. On dirait le chien d'Henri. C'est la même race. Depuis Freddy, j'achète toujours la même race. Ah ouais, c'est ma mère aussi qui me l'a offert, celui qui marche plus, là. Et c'est le seul problème avec ces chiens. C'est qu'ils s'affaissent au bout d'un moment. Mais alors, hein, sans jamais se plaindre, toujours de bonne humeur. Hein, moi, Caruso, il... Et le vôtre, il était paralysé aussi? Bien sûr. Oh, bête. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'elle est sensible, hein, cette petite. Ça va les enfants? Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Oh, j'en ai marre en ce moment des enfants. Michael, lui, ça va toujours. Mais Kevin, oh, écoute. Oh, je n'en peux plus, il ne cherche qu'à me contrarier. Tu sais ce qu'il m'a fait mercredi? Une otite. J'ai demandé pour ça, à moi-même. Vous êtes fait tout seul de toute façon? C'est pas une question. Il y a des gens qui m'ont aidé. Tu fais rien toi-même. On fait tous ensemble. Oui, mais vous êtes battu pour arriver jusqu'à Je me suis battu. aviez, et quand tu te bats, vous aviez dans la tête et un quand truc tu parles, les gens t'écoutent. Et ceux qui t'écoutent, qui sont plus hauts que toi, te mettent plus haut qu'eux. Et c'est à toi de les mettre plus haut que toi. Et ça, c'est la vie. Vous écrivez « Pas un instant, durant ces 20 années, de 1981 à mai 2000, je n'ai pris au sérieux mon succès, la consécration du public, encombrée par mon obsession pour le cinéma. Oui, bon, je suis drôle. Et alors ?» Oui, ça fait... Oui. En fait, non, ma vraie vocation, c'était la musique. C'est d'ailleurs dit dans le livre. Et, enfin, en fait, mes deux amis, je dirais, parce que j'étais plutôt une solitaire quand j'étais enfant puis ado, c'était la musique, ça m'a aidé à vivre, et le cinéma. La musique, c'était impossible que j'aille vers la musique parce que
c'était impossible que je fasse un métier qui donne du plaisir, parce que le plaisir n'existait pas chez nous. Et je crois que les gens de ma génération savent ça et connaissent ça. Donc bon, voilà, il faut que ce soit dur le travail, donc la musique, on n'en parle même pas. En plus, mes parents n'ont pas vu que j'étais très douée pour la musique, donc bon, ben voilà, on Ils m'a vous ont pas encouragé. Ouais, ils m'ont pas encouragé. Ouais. Vous ne prenez jamais aucun Jamais. plaisir à être Non, sur je scène. travaille. C'est fou, Muriel. Je travaille. Bah non, on peut l'entendre. Je fais un truc, je sais que ça va faire plaisir aux gens et je suis cohérente. J'ai toujours dit que c'était mon petit humanitaire à moi. Mais il faut bien que ça coûte un peu parce que, enfin, non, mais vous voyez comment ma phrase veut dire à quel point comment j'ai été élevée. Faut bien que ça coûte un peu. Vous voyez, déjà, vraiment, j'ai une bourresse de ce qu'on m'a refourgué. Non, on peut faire quelque chose sans que ça vous coûte et dans le plaisir. Moi, c'est normal que ça me coûte un peu. L'important, c'est que ça fasse plaisir à d'autres. Ça vous coûte. C'est un métier qui ne vous rend pas heureuse et Ouais. que vous allez faire pendant plus de 30 ans, Ouais. Muriel. À 50 ans, je suis arrivée au bout et je me dis, je suis je vais pas tenir longtemps. Je veux mourir. Je veux vraiment mourir. La vie ne m'intéresse pas du tout. Parce que vous faites un métier qui, oui. depuis 30 ans, ne vous rend pas heureuse. Bah oui, Pas à l'époque celui où que je vous voudrais aviez 20 ans. faire, la Le musique, cinéma. c'est pas, je suis passée à côté, les tournages, c'est comme si je n'existais pas. compliqué. Je fais pas pourquoi je vais me mettre debout? Pour qui je vais me mettre debout? Donc c'est très très compliqué tout ça, ça fait là, et puis je me vois me déformer, je me vois devenir, j'ai approché les 100 kilos. Alors ça faisait beaucoup rire toujours mon ami Tony Krantz à qui je disais, pour Noël, attention, il manque 2 kilos, je ferai le quintal, on fera la fête. Chérie, t'es pas drôle, hein, chérie, tu sais comment elle parlait. Et je me suis déformée. Tout ça, alors, du coup, je sais pourquoi on me... On vous appelait pas au cinéma. Ah bah c'est sûr, ça c'est sûr, à 100 kilos, on n'appelle personne. Hein. Enfin, Moi, je m'appelle Madeleine Wallace. On dit pleurer comme une Madeleine. Hein, c'est ça qu'on dit. Et Wallace, les fontaines Wallace. C'est vous dire si j'étais prédestinée aux larmes. et à un moment, ça m'a fait un mal, parce que je me suis dit, mais il coche jamais mon nom. Valérie l'a eu 3 fois. Tant mieux, formidable. Je me dis, la vache, il n'y a pas un moment où, au moment de faire la croix, donc je voyais que des stylos qui voyaient Robin, non, surtout non, hein, et je voyais donc que des gens qui ne m'aimaient pas, puisqu'on ne mettait jamais mon nom. Et ça m'a fait douter beaucoup de moi comme comédienne. J'ai perdu confiance, mais vraiment, quoi. C'est pas grave, je travaillais pas. Mais alors, non, mais c'est pas grave. Donc, Vous arrivez à nous faire je buvais une bouteille de champagne de plus, et puis c'est pas grave. Vous m'entendez là? Oui. Alors, vous voyez que ça fait rire et parfois ça peut faire pleurer, quoi. Je vous recommande d'ailleurs le livre Fragile de Muriel Robin. Je l'ai offert 5 fois à Noël. C'est vraiment un superbe bouquin. Et là, à la fois, on rit parce qu'on connaît les sketchs qu'elle traduit dans son bouquin, mais c'est un témoignage de résilience extraordinaire. C'est un témoignage de réinterprétation de l'existence. C'est un superbe témoignage de changement de croyance, bien sûr. Mais au-delà de la technique qui nous occupe ce soir, c'est vraiment un témoignage de femme qui est très poignant. Donc, si vous voulez l'offrir à vous-même ou à d'autres, je ne peux que le recommander. C'est de la publicité gratuite. On va continuer. Alors, finalement, un point qui va être important maintenant, hein, on décryptera tout à l'heure. C'est-à-dire, une fois que je vous aurai donné quelques points de repère sur comment, effectivement, on identifie qu'il y a des croyances, on revisionnera et on fera des arrêts sur image et vous verrez, là, ce sont des chipolatas de croyances, quoi, hein. On n'en a pas une, on en prend une et on en a 10. Hein. Alors, il y en a qui font beaucoup rire et d'autres qui font éventuellement un peu pleurer, mais ça n'est pas grave. Je vais vous en donner une qui, moi, m'a frappé. C'est mon petit humanitaire à moi. Il faut bien que ça coûte un peu. Vous voyez? Ça vous structure une vie professionnelle. Hein. 30 ans à faire quelque chose qui ne nous plaît pas. C'est quand même assez dingue. Donc là, vous voyez que des croyances ou des représentations, mais là, ce sont vraiment des croyances, on va voir pourquoi, grâce à l'identification de la syntaxe grammaticale, eh bien, vous voyez qu'il y a des croyances qui peuvent vous embarquer de façon existentielle vers des destinations que vous ne choisissez pas. Et généralement, le réveil, après quelques années où on en a bien bavé, vous dites, mais c'est pas possible que j'ai cru ça. Hein? Et en fait, il y a des raisons qui nous amènent à croire ce que nous croyons.
C'est parce que ça nous permet de donner du sens, c'est-à-dire de la direction à notre vie, de la signification à notre vie. Ça nous permet de conserver, si vous voulez, une certaine intégrité identitaire. On est bien le fils de ses parents, par exemple. Ah bon? Oui, biologiquement, ça c'est sûr. Ah, c'est tout ton père, me disait ma mère. Oui, et alors? Vous voyez, oh, qu'est-ce que tu ressembles à tes parents? Ou des choses comme ça, hein. Vous l'avez tous entendu. Et donc, oui, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Vous voyez? Alors, notre rapport au monde, si vous voulez, très rapidement, c'est vous dire que nous ne sommes pas du tout en rapport avec le réel. Nous sommes beaucoup plus, en fait, en rapport avec une réalité. Une réalité qui est construite par notre système. Alors là, qu'est-ce que j'ai dessiné? J'ai dessiné 2D et que j'appelle le réel. C'est ce qu'en mathématiques, on appelle un événement. Voilà. Donc c'est un événement. Alors les dés ne sont pas pipés, disent tous les exercices de maths qu'on faisait en statistique. Et quand nous regardons effectivement cet événement, vous voyez, le dessin qu'il a sur sa carte, ça ressemble à une hutte, etc. La hutte ressemble quand même au dé. Mais on peut difficilement dire qu'une hutte, c'est équivalent au dé. Et en fait, il construit sa représentation à partir du système interne qui est dans son cerveau. Et son cerveau, il stocke non seulement des principes, des croyances, des valeurs, des besoins, etc. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous accompagnons quelqu'un, un point très important, c'est de découvrir sa réalité. Vous voyez? Et donc, quand on accompagne, la personne pense décrire le réel, mais en fait, ce qu'elle nous décrit, c'est la représentation qu'elle fait du réel. Et donc, vous voyez, j'ai mis 2 fois la réalité, l'un sur l'autre, parce qu'il y a un discours, et puis il y a un ressenti. Voilà. Et dès lors que vous traitez les 2 questions, raconte-moi ce que tu vois, ou raconte-moi ce que tu rencontres, ce que tu ressens et comment tu en rends compte, eh bien, vous allez avoir 2 réalités. Et vous écoutez ça, et vous allez recevoir ça avec vos filtres. D'accord? Et donc, quels sont ces fameux filtres qui nous permettent d'être en contact avec le réel? Il y en a 3. Le premier filtre, c'est un filtre physiologique. Alors, vous voyez ici, j'ai décrit le réel. Alors, si je demande à quelqu'un de me dire ce qu'il voit, il me dit, je vois un rond bleu avec des trucs marrons et verts dessus, où il y a écrit le réel, voilà. Généralement, les gens me disent, ça c'est la Terre, c'est une convention. En fait, ça, je vous dis, il y a 3 filtres. Filtre physiologique, c'est la façon dont on perçoit avec notre rétine, avec notre cerveau, finalement, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous goûtons. Le deuxième filtre, c'est le filtre sémantique. Et le troisième filtre, c'est le filtre psychologique. Donc nous ne sommes pas en contact avec le réel, nous sommes en contact avec une réalité qui est le résultat du réel passé dans ces 3 filtres. Et en fait, l'un des gros problèmes, c'est que ces 3 filtres nous jouent des tours, pour le meilleur et pour le pire. Alors, je voudrais commencer par décrire un filtre physiologique très simple, qui m'a fasciné, moi. C'est, vous allez sur Internet et vous tapez œil d'une abeille. Et en fait, nous, ce qu'on voit quand on regarde des jonquilles, c'est la photo de gauche. C'est jaune. La photo de droite, c'est compte tenu de la façon dont nous avons pu identifier la construction des facettes de l'œil de l'abeille, voilà ce qu'elle voit à droite. Alors quand j'ai envoyé ce schéma-là à mon éditeur, il a dit « Jérôme, on imprime en noir et blanc. Donc si tu veux faire des conférences avec cette image, pas de problème, mais pour les bouquins, donne une autre explication. » Voilà. Et donc je n'avais pas pensé, quand même, il faut être un peu bouché, quoi. Je n'avais pas pensé que c'était en noir et blanc. Moi, je trouvais que c'était génial. Et je me suis dit, bah oui, c'est visuel. Mais visuel à partir du moment où on décrit les couleurs. Alors, les jonquilles, elles sont jaunes ou pas? En faisant un peu de physique, on s'aperçoit qu'en fait, la seule couleur de toutes les couleurs que la jonquille ne digère pas, c'est le jaune. Donc, elle est de toutes les couleurs sauf du jaune. Puisque vous la voyez jaune, ça veut dire qu'elle rejette du jaune. Donc, elle n'absorbe pas. Et pourtant, nous disons la jonquille est jaune. Tout ça, c'est des conventions. Ce sont des conventions, si vous voulez, qui sont de l'ordre de la sémantisation. C'est-à-dire
comment tu dis les choses. Qu'est-ce que ça veut dire I don't know? Et vous me répondez d'un seul cœur, je ne sais pas. Et moi, je ne sais pas à quoi vous répondez. Vous voyez, ça, c'est le deuxième filtre, hein, c'est le filtre sémantique. D'accord? Et ce qu'il y a d'assez caractéristique, c'est de voir que la syntaxe d'une langue va structurer le comportement, voire même le cerveau. On dit souvent que les Allemands, question humour, sont un peu lourdingues. J'espère qu'il n'y a pas trop d'Allemands ici, parce que je vais me faire jeter. C'est tout simplement que c'est vrai que l'utilisation du verbe qui est à la fin donne souvent le sens à la phrase. Et donc, quand vous allez dans un film qui est en chinois et qu'il y a les sous-titres en français et puis les sous-titres en allemand, eh ben, à lecture, à tempo de lecture identique, les Allemands riront après vous. Du coup, ça nous amène à dire, ah bah oui, les mots vont structurer notre rapport au réel. Si je vous dis « why ni », ça ne vous fait pas beaucoup d'effet, manifestement. Si je vous dis « yogelske day », quoi, vous ne parlez pas suédois couramment? Moi non plus, je vous rassure. Si je vous dis « I love you », ou si je vous dis « je t'aime », vous voyez bien qu'à l'intérieur de vous, ça ne fait pas tout à fait pareil. Je vous l'ai dit en chinois, en suédois, en anglais et en français. Et vous voyez bien que du coup, en fait, par le mot, je donne naissance à la chose que je décris, mais immédiatement, cette chose se charge, si vous voulez, de tout un symbolique, toute une symbolique, hein, qui rend cette chose vraie à mes yeux. J'ai habité 4 ans aux États-Unis et j'ai fait venir une personne qui est devenue ma femme après, et elle me dit « Je n'aime pas la façon dont tu te comportes en anglais ». Alors je ne sais pas si vous avez tous vu les films américains. « Oh, I'm so pleased to see you again !» Enfin, tous ces trucs-là où on dit « Ouh là 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 », ils sont un petit peu démonstratifs. Et donc, la langue fait qu'à un moment donné, vous générez les comportements qui y sont associés. C'est très curieux, mais ça marche comme ça. Et donc ma femme me disait, je ne t'aime pas en anglais. C'est-à-dire, tu es beaucoup trop exubérant. C'est très intéressant de voir ça, parce qu'à un moment donné, la façon dont vous dites les choses vont complètement structurer et votre comportement et votre ressenti. Alors je ne vais pas dans le détail, c'est écrit dans les bouquins, mais c'est très précis. Ce qui nous amène à dire que plus vous avez du vocabulaire, plus vous êtes capable de nuancer ce qui arrive, l'information qui vous est donnée, etc. Que font les démagogues? Ils limitent le vocabulaire à une pensée très simple aristotélicienne, c'est soit blanc, soit noir. Au moins, ça a un avantage. C'est simple, voire simpliste. Mais on ne s'embarrasse pas de ça, si vous voulez. Vous voyez qu'à partir du moment où la réalité que nous construisons est déjà le résultat d'un filtre physiologique et un filtre sémantique, il est normal que vous en déduisiez un certain nombre de choses qui sont erronées, voire des croyances. D'accord? Et donc, si vous voulez, à un moment donné, eh bien, on s'aperçoit que dès lors qu'on décrit avec nos mots une réalité, eh bien, petit à petit, nos mots vont se défaire de la réalité qu'il décrit, ou plutôt du réel qu'il décrit. L'un des gros problèmes, c'est qu'on en vient à penser que ces mots disent le réel, alors qu'ils ne font que extraire une information du réel pour construire une représentation, qui est notre réalité. Et on en vient à penser que quand je dis un mot, l'autre a fait le même cheminement que nous et arrive à la même conclusion, à la même expérience. Vous voyez? Et donc, quand j'étais aux États-Unis, on me disait « Tu rêves en français ou en anglais ?» Alors moi, je répondais invariablement. Mais vous savez, moi, dans mes rêves, je ne me vois jamais parler, moi. C'est-à-dire, je comprends à un autre niveau. C'est une compréhension immédiate qui n'est pas sémantisée. Après, quand je décide de décrire le rêve que j'ai eu, alors je vais mettre des mots. Et si je dois vous le raconter à vous qui ne parlez qu'anglais, je vais le raconter en anglais. Mais l'expérience, elle n'est pas sémantique, dans un premier temps. Vous voyez qu'il y a tout lieu de ne pas se comprendre, quoi. Moi, ce que je trouve admirable, c'est qu'on se comprenne. À peu près. Parce qu'il y a quand même beaucoup de raisons pour qu'on ne se comprenne pas, si vous voulez. Et donc, les mots, ils se détachent du réel et
se détachant, il fabrique une carte. Le gros problème, cette carte sémantique et conceptuelle tient lieu de réel pour nous. Et on en vient à penser que la carte, c'est le réel. Alfred Korzybski, qui est le père de la sémantique générale, s'est posé une question fondamentale qui est « mais pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale ?» Il travaillait, il était embauché, si je puis dire. Il était dans l'armée russe et il s'est posé cette question et il a constaté que les mots et la façon de décrire le réel nous enfermaient dans une logique aristotélicienne, c'est-à-dire c'est soit blanc, soit noir. Le entre les deux n'existe pas. Soit c'est, soit ça n'est pas. Ça ne peut pas être les deux à la fois. On a appris que dans le microscopique, avec la physique quantique, il y a des choses qui sont, mais qui ne seront vraiment, c'est-à-dire qui sont dans un potentiel et qui ne seront vraiment que quand on commence à les regarder. Et donc, il y a un moment donné, on dit, le chat, il est vivant ou il est mort, pour ceux qui connaissent cette expérience. Il est vivant ou il est mort? On ne sait pas, si vous voulez. Et donc, le problème, c'est qu'on en vient à penser que nos réalités sont vraies et elles sont universelles. Et du coup, ça a donné ces 3 prémices de la sémantique générale. La carte, c'est-à-dire les mots, n'est pas le territoire, première prémisse. Deuxième prémisse, la carte n'est pas tout le territoire, mais une sélection d'éléments que nous considérons comme importants. Et la troisième prémisse, c'est quand tu parles, ça parle de toi. Et du coup, ça devient toute une discipline qui s'est appelée la sémantique générale, qui est comment on peut revenir à la source de ce que nous vivons au travers de nos mots. Et ça a donné lieu à, bien sûr, une technique, une ascèse, etc. D'accord ? Si je vous dis, oh là 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 là, que cette boîte est lourde, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Pour moi, c'est vrai. Ou plutôt, si j'ai 3 ans, cette boîte est lourde. Mais là, elle n'est pas très lourde, il n'y a que du papier dedans. Mais si je dois la tenir comme ça pendant longtemps, au bout d'un moment, je vais la trouver lourde. Est-ce que vous pouvez me dire combien elle pèse ? Non. Nous décrivons le réel beaucoup à partir de ce que la sémantique générale a appelé des inférences. C'est-à-dire c'est des jugements sur ce que vous observez et non pas la sémantisation de ce que vous observez. Dire ce sac est lourd, ça dépend des circonstances. Ou il est encombrant. Il est encombrant parce que je fais autre chose. Donc il faut contextualiser. Mais si je dis ce sac pèse 3 kilos, à ce moment-là, vous pouvez dire à votre voisin, Jérôme a dit que ce sac pesait 3 kilos. Mais si vous dites à votre voisin, ce sac est très lourd, déjà vous ajoutez le trait, et lui, il va aller le rapporter en disant « J'ai entendu dire que le mec qui faisait la conférence, il est venu avec une valise qui était très lourde. » Vous voyez comment on crée une réalité et on est persuadé. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez un accident, vous avez un constat et on demande des témoins. Parce que les témoins, ils ne voient pas la même chose, ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas au même endroit. Donc, quand nous disons « mais ça, c'est le réel », non, c'est notre réalité. Et les mots définissent d'une certaine manière la réalité. Troisième type de filtre, les filtres, oui, là, ce que je voulais vous dire, c'est regardez ce que j'en ai fait. Là, c'est effectivement la Terre. Vous voyez la Terre, alors, voilà. Vous voyez la Terre, c'est le réel. Et regardez, je l'ai conceptualisé, et maintenant, qu'est-ce que vous voyez ? Je l'ai pris dans ma main avec mes mots, et j'ai changé la couleur. Mais vous êtes capable, vous, d'associer ça. Ça, tout d'un coup, vous imaginez que vous êtes une toute petite personne à Lyon ici, et que là, vous êtes aussi ailleurs, mais que les deux, c'est la même chose. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc vous voyez combien il peut y avoir des ambiguïtés qui sont constitutives de la façon dont on construit notre réalité. Et donc, troisième type de filtre, c'est les filtres psychologiques, et c'est là que se trouvent nos croyances. Alors je vais vous faire une petite expérience que moi j'ai trouvée vachement marrante, qui est dans le bouquin, enfin dans le premier. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Alors, selon toute vraisemblance, vous dites, vous n'avez pas la priorité. Or, il y a écrit, vous n'avez pas la priorité. Premier filtre psychologique, c'est que nous voyons à partir de ce que nous anticipons.
Et c'est formidable. Quand vous conduisez, c'est vachement bien d'anticiper, quoi. Et donc, l'idée ici, c'est de constater qu'un des premiers filtres, c'est que nous voyons au travers de notre anticipation, et cette anticipation, elle est directement constituée, ou des éléments qui la constituent, sont nos besoins, nos centres d'intérêt, nos préoccupations, nos peurs, etc. C'est quand même formidable. Vous voyez ? C'est très très puissant ce petit exercice-là, parce que moi, ni une ni deux, hein, j'ai dit, vous n'avez pas la priorité. Alors, il y a celui qui est très observateur, qui va me dire, ben moi je l'avais vu. Heureusement qu'il est là, celui-là. Hein, parce que sinon, on serait tous induits dans toutes nos erreurs que nous faisons. Et l'autre n'a pas les mêmes centres d'intérêt, n'a pas les mêmes enjeux, n'a pas les mêmes préoccupations, n'a pas les mêmes ressentis, n'a pas le même vécu. Et donc, il y a des fois, il y a des profs qui disent, mais je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos jeunes années à l'école, mais moi, j'avais franchement envie de lui dire, et connard, c'est ton boulot de savoir ce que je ne comprends pas. Il me dit, explique-moi ce que tu ne comprends pas. Excusez-moi, mais si je comprenais, je saurais l'expliquer et j'aurais pas besoin de poser la question. Vous voyez, le truc, c'est dingue, quoi. On est toujours pris dans ces réalités-là. D'accord ? Donc ça, c'est un premier filtre physiologique. Psychologique, je veux dire. Maintenant, on va aller un peu plus loin. C'est que on va essayer d'analyser comment on identifie les croyances. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme définition d'une croyance ? Et là, je vous demande de taper sur WhatsApp, s'il vous plaît, les définitions que vous avez. Je vous donne 1 minute. Vous écrivez sur WhatsApp, finalement, une croyance, qu'est-ce que c'est ? Comment vous allez la définir ? Et c'est pas fastoche. C'est pas fastoche du tout. Et pourtant, tout le monde en fait l'expérience, hein. Alors, j'ai pas mis le compte minutes, mais... Alors, est-ce que quelqu'un veut bien nous partager ce qu'il a donné comme définition d'une croyance ? Qui veut le micro ? Le micro ? Qui veut le micro ? Ah, merci. Oh, oui, il marche. Une manière d'appréhender le réel. D'accord, c'est une manière d'appréhender le réel. Et ton prénom ? Jean-Paul. Jean-Paul, qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir affirmer que c'est une croyance ? C'est une manière d'appréhender le réel, mais qu'est-ce qui fait que telle manière va être déclarée croyance et telle autre, c'est pas une croyance ? Rien. C'est toujours une croyance. Ok. Donc, ce que dit Jean-Paul, c'est que finalement, tout est croyance. Est-ce que c'est ça ? Oui. Oui. Et il y en a qui disent « Non mais sérieusement, déconnez pas, quoi. Si tout est croyance, alors à qui on peut se fier ? Hein ? Parce qu'il y a un moment donné, c'est... Si moi je te dis, je te crois pas, vous faites comment ? Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que ce qu'on sait, c'est vrai ? C'est tout, finalement, le domaine de l'épistémologie. On va s'interroger pour vérifier que ce qu'on croit, ce qu'on étudie, c'est vrai. Donc, non, tout n'est pas croyance, heureusement. Alors, tu voulais donner... Je ne sais pas où il est, le micro. Voilà. Il y a Sophie qui... Merci. Bonsoir. Sur la structure de la croyance, j'ai indiqué que ça se structurait par ceci implique cela ou ceci égale cela. Alors elle, je crois qu'elle a un formateur qui s'appelle Jérôme Curnier. Merci Sophie, tu viens de me couper l'herbe sous le pied, j'avais pas prévu. Oui, effectivement, la croyance à un moment donné va se reconnaître à sa structure formelle. C'est-à-dire, une croyance a toujours une syntaxe.
D'accord ? C'est à ça que vous allez la repérer. Mais avant de parler finalement de la structure formelle d'une croyance, je vous propose d'abord de dire qu'une croyance, c'est d'abord le résultat de l'action de croire qui inclut 4 dimensions. Et c'est pour ça que c'est si difficile d'en changer. La première dimension, c'est une certitude qui tient lieu de vérité. C'est-à-dire quand vous dites à quelqu'un, enfin, c'est une croyance, tu rigoles ou quoi ? C'est la vérité. C'est la vérité. La vérité, dit. La vérité, dit notre psychiatre préféré Jean-Philippe, la vérité. Et vous voyez bien que dès lors qu'il y a une dissonance cognitive, la vérité, on va la ranger. Hein. C'est la vérité si je mens. Vous connaissez bien cette série de films. Et donc, c'est pour ça que c'est si difficile. Ça tient lieu de vérité. Et donc, je vous le rappelle, hein, nous ne croyons pas ce qui est vrai, nous disons que c'est vrai parce que nous le croyons. Deuxième point, ça engendre, enfin, ou plutôt ça s'appuie sur une confiance totale, donc une adhésion de cœur dans ce qui est cru. Ça veut dire que non seulement ça tient lieu de vérité, mais je l'aime cette vérité. Et pourquoi ? C'est parce que vous en avez fait une expérience avec éventuellement des référents que vous aimez. Si c'est vrai, c'est mon père qui l'a dit. Mais là, je joue au guignol, mais très profondément. C'est bien ce qui se passe dans les petites classes. L'embêtant, c'est que ça se passe aussi dans les grandes. Et à ce moment-là, c'est « T'as vu ta gueule ? Moi, je te dis, c'est la vérité. » Boum. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec ma vérité, ça veut dire que tu me remets en cause. Ça veut dire qu'il y a une identification entre ce qu'on croit et ce qu'on est. Ça, c'est une croyance. Ce que je crois, c'est ce que je suis. En psychologie, ça s'appelle un rigide. Qu'est-ce que c'est la rigidité ? C'est une personne qui s'identifie à ce qu'elle croit. Et si jamais vous remettez en cause ce qu'elle croit, elle en fait une affaire personnelle. Vous voyez ? Et donc ça donne des gens qui sont rigides. Et donc, ils n'aiment pas trop le débat, parce que ça ne va pas être agréable. Troisième point, ça, c'est une fidélité qui nous engage dans la relation à quelque chose ou à quelqu'un qui nous définit. C'est une fidélité qui nous engage dans la relation. Donc, c'est une vérité, j'aime cette vérité, et en plus de ça, elle m'engage dans la relation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on appelle un conflit de loyauté assez fréquent, si jamais je change de métier, je vais être infidèle à la famille qui est depuis des générations médecin ou militaire de père en fils. C'était le cas de mon père. Et quand je me présente, je dis souvent, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une mère maniaco-dépressive et un père militaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça conditionne un peu, quoi. C'est-à-dire les émotions, c'est un peu dangereux. Et moi, je me marre quand les gens me disent « Jérôme, qu'est-ce que t'es mental ? Pour écrire autant de pages, c'est que t'es vachement mental. » Je vous propose de faire un stage pendant 1 mois avec une maniaco-dépressive qui est responsable de vous assurer le gîte et le couvert. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, mentaliser et rationaliser, c'est le plus court chemin pour ne pas devenir fou. D'accord ? Donc oui, mes bouquins sont le résultat d'une pathologie dans laquelle je ne suis pas tombé. Ça a l'air de rien, mais moi, c'est ma chance. Et donc, quand on me dit « mais tu ressens rien, qu'est-ce que tu sens ?» et que je dis « pas grand-chose », si vous voulez, quand vous êtes avec une mère maniaco-dépressive, l'intensité émotionnelle est assez élevée. Donc, quand l'émotion est très basse, je ne la sens pas. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a un moment donné, la raison pour laquelle j'aime faire des conférences, c'est que je mets l'intensité que je veux, l'émotion que je veux, les mots que je veux, et je ne suis pas emmerdé par les autres, et comme ça, je ne suis pas rigide. Je suis d'accord avec moi-même. C'est différent. Bon, bien sûr, vous voyez que je rigole, mais pas tant que ça. Et enfin, une croyance, c'est une action qui nous permet de rester stable face aux aléas. Alors, mon père
essayer de comprendre, c'est déjà désobéir. Et je lui ai dit, papa, pourquoi tu as choisi la carrière militaire? Parce que je peux obéir à mon patron et penser que c'est un con. Oui, effectivement. Aujourd'hui, avec la génération X ou Y, c'était con. Bon, bah, t'es viré. Ok. Et après, ils viennent et ils disent, pourquoi j'ai été viré? Parce que tout n'est pas bon à dire. Ça, c'est une croyance. Ouais, mais ça me permet une certaine stabilité face aux aléas de l'existence. Vous voyez, ça sert à ça. Alors maintenant, je vais vous donner une autre définition qui est beaucoup plus opérationnelle, parce qu'on se dit, ah oui, je comprends que ce soit difficile à bouger. Hein? Mais globalement, une croyance, c'est une conclusion que nous avons établie sur la base d'une expérience et qui va donner sens à cette expérience. Je le redis parce que c'est très simple. Et ce n'est pas si facile à mémoriser. C'est une conclusion que nous avons tirée d'une expérience qui va donner sens à l'expérience. Et donc, vous savez que les hommes, d'après Freud, sont mus par le désir de la libido, tout est sexuel. Bon. Après, Adler a dit non, pas que. Et Adler dit, en fait, nous développons des relations pour compenser une blessure fondamentale d'impuissance à l'intérieur de nous. Ça a donné lieu à toute la thérapie comportementale. Donc Adler dit, pour lutter contre la blessure fondamentale de l'expérience de notre impuissance, nous développons des relations avec des hommes, avec des femmes, pas tant à cause de la libido, quoique, mais principalement à cause de... ça va compenser cette sensation d'impuissance. Bon, et heureusement, Viktor Frankl est passé derrière en disant c'est pas simplement la libido, c'est pas simplement la blessure face à notre manque de puissance, c'est aussi notre besoin irrépressible de sens. Et Viktor Frankl explique ça très bien et il dit finalement, lorsque les personnes n'arrivent plus à faire sens de leur vie, elles vivent une maladie qu'il a appelée noogène, c'est-à-dire une maladie qui est liée au sens. Et il est mort en 1997, mais il disait finalement la fin de ce XXe siècle et le XXIe siècle est une époque où finalement, à force de perdre du sens, parce qu'on perd le sens des valeurs, on perd le sens de l'engagement, les personnes ne savent plus ce pourquoi elles sont faites. Et donc, à partir du moment où on est mu par un besoin de sens, eh bien, nous allons développer énormément de croyances qui auront pour fonction de donner du sens à ce que nous expérimentons. Vous voyez ? Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir à un moment donné que le sens que vous donnez peut être tronqué. Il est forcément tronqué d'abord parce que vous n'avez pas accès à toute la réalité ou tout le réel. Vous avez accès à votre réel passant par les filtres physiologiques. Puis vous parlez de ce que vous vivez au travers de mots. Ces mots vont structurer votre pensée, vont structurer vos comportements, vont structurer vos croyances. Et tous les mots que vous utilisez vont se stocker dans l'inconscient. C'est la raison pour laquelle on dit « mettez des mots positifs dans l'inconscient » et qu'est-ce que va faire votre cerveau? Il va vous resservir du positif. C'est la raison pour laquelle on dit « mais enfin Cécile, pour ce soir, ne t'inquiète pas, ne stresse pas ». Ce que stocke l'inconscient, c'est il a beaucoup de mal avec les phrases compliquées. Une phrase négative, c'est compliqué. Donc, un cerveau de 3 à 5 ans, ce qui est à peu près, grosso modo, l'âge de notre inconscient, il vire tout ce qu'il ne comprend pas. Donc, la négation, il ne comprend pas. Donc, l'inconscient, qu'est-ce qu'il stocke? Stress. C'est la raison pour laquelle, et Isabelle me le rappelait ce matin, donc, fais attention, là, il y a des crevasses. Donc, tâche d'éviter... Oh là 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 là, c'est très compliqué, ça. Reste vigilant et debout. Ça, l'inconscient, il va aimer, c'est simple. Et donc, il va vous ressortir ça. Donc, quand vous dites, mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. Si vous voulez, au niveau de la sémantisation, c'est pas très bon pour l'inconscient. Il enregistre le n'aie pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, on vire peur. Et donc, qu'est-ce qui va ressortir? Dans des situations, il vous ressort ça.
Ah, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, l'inconscient. Il stocke et recharge automatiquement. Vous voyez? Donc, à un moment donné, je vous propose quand même de l'écrire au rouge à lèvres sur le miroir de votre salle de bain. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. Quand vous faites ça, vous reconditionnez ce que votre cerveau enregistre. Et si une autre partie du cerveau, notamment le néocortex, vous dit « mais j'y crois pas », on s'en fout. On s'en fout. On n'est pas en train d'affirmer ce que nous croyons, nous sommes en train de reprogrammer notre inconscient. Ça a donné toute la psychologie positive, etc. Bon, il y a des limites à la psychologie positive. La personne a un cancer, non, j'ai pas de cancer. Non, chaque jour, je vais de mieux en mieux. Bon, va quand même te faire soigner. Si vous voulez, il ne s'agit pas d'être dans la pensée magique enfantine. D'accord ? Donc, on redit, la croyance est une conclusion que nous tirons d'une expérience et qui donne sens à cette expérience. Et là, vous dites, mais ce n'est pas forcément une croyance. Vous avez raison, ce n'est pas forcément une croyance. Simplement, à un moment donné, cette conclusion, elle est généralisée à tout. Donc, une croyance est une surgénéralisation de la conclusion qui est vraisemblablement pertinente à un moment donné que nous avons tirée et qui vaut une fois pour toutes. Et donc, l'un des problèmes des croyances, c'est que, c'est une généralisation. Et cette généralisation va être telle que toute information qui vient générer une dissonance cognitive va être omise. Donc vous avez une généralisation, vous avez une omission, et puis quand il y a quand même la dissonance cognitive nous gêne un peu, alors on a un talent, mais alors extraordinaire, pour tordre un petit peu la réalité, c'est-à-dire pour la distordre. Et si je vous le donne vraiment dans cet ordre-là, généralisation, omission, distorsion. J'utilise beaucoup la fonction poétique, et donc ça fait God. Votre Dieu, c'est-à-dire ce en quoi vous croyez, est toujours le résultat d'une généralisation abusive, d'une omission et d'une distorsion. Et la personne va forcément dire « Oh là là, chienne de vie ». Vous la connaissez tous, cette expression. « Oh, chienne de vie ». Et si vous inversez God et vous le lisez dans l'autre sens, ça fait dog. Merci d'avoir suivi. Okay ? Donc, la chienne de vie, c'est que vous avez une vie de chien, vous avez une vie de dog. Vous avez God. Vous voyez, vous croyez sincèrement à vos généralisations qui entretiennent des omissions et des distorsions. Et en fait, une des fonctions, mais cachée de la croyance, ou une conséquence, c'est que ça va totalement déterminer ce que vous buvez au petit-déj, au déjeuner et au dîner. Vous avez tous entendu parler de cette fameuse boisson que parfois on prend dans les magasins, qui s'appelle les boissons Yop. Vous savez, c'est rose, c'est jaune, selon que vous prenez fraise, etc. Yop. Alors, on sait que ça s'écrit Y-O-P. Moi, pour les besoins de la fonction poétique, j'ai écrit ça IOP. Donc, ça a donné, pour ceux qui travaillent avec moi, les docs de Yop. Alors, les docs de Yop, c'est les distorsions, les omissions, les généralisations, qui vont structurer quoi ? Vos interdits, vos obligations et vos permissions. Donc, en fait, les croyances ont une fonction, c'est de vous donner, en fait, votre terrain de foot. C'est sûr que si vous voulez jouer au foot et que vous prenez, à cause de vos croyances, un terrain de basket, les passes, ça va être un peu rikiki, quoi. Et donc, vos dogs de Yop génèrent totalement votre réalité. Et cette réalité, elle est très sclérosante. Alors, je vais faire un petit saut en avant, parce que le temps tourne. Un petit saut en avant, juste pour vous dire qu'à partir du moment où vous savez que la croyance est une conclusion tirée d'une expérience que nous avons généralisée et qui donne sens à cette expérience, et que finalement, cette généralisation s'accompagne d'une omission et d'une distorsion, et que ça va structurer vos interdits, vos obligations et vos permissions, là vous dites « Ah, ok, si je veux faire ça, il est urgent que je regarde mes généralisations abusives, mes omissions abusives, mes distorsions abusives, et à un moment donné, si vous voulez vraiment vous libérer d'un certain nombre de croyances qui vous dérangent, il va falloir regarder vos interdits. Est-ce que ce sont vos interdits que vous avez
intégrés, ce qu'on appelle des interdits intégrés, c'est-à-dire que vous les choisissez pour vous, ou ils ont été malencontreusement introjectés parce que papa a dit que essayer de comprendre, c'est déjà désobéir. Alors je vais reprendre ça. Vous voyez, c'est essayer de comprendre égale, c'est déjà désobéir. Donc comprendre égale désobéir. Ça, c'est ce qu'on appelle la structure grammaticale d'une croyance. Ceci égale cela, ou ceci implique cela. On applaudit Sophie, bravo, merci, elle a pris son cours. Et donc, à un moment donné, essayer de comprendre, c'est déjà désobéir. Je suis né dans une famille chrétienne très, très, très engagée. Et à 3 ans, j'ai dit à ma mère, « Maman, pourquoi est-ce qu'ils ont crucifié Jésus ?» Elle m'a dit, « Viens, je vais te lire l'évangile de Saint Jean. » Bon, donc j'ai été biberonné à l'écriture depuis l'âge de 3 ans, et c'est extrêmement intéressant parce que ça a structuré toute mon intériorité. Ça a structuré toutes mes croyances très fondamentales. Ça a structuré ma confiance dans la vie ou pas. J'ai découvert que femme qui rit, vous connaissez la suite. À moitié contente. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez que tout ça, c'est des structures de croyance. Ceci égale cela ou ceci implique cela. Ce qu'il y a d'assez formidable, c'est qu'on peut changer les ceci et les cela. Je vais vous donner un exemple d'une croyance. C'est un de mes amis, son fils, 18-19 ans, en terminale, il ne sait pas quoi faire. Ça aussi, c'est raconté dans le bouquin. Et il arrive, alors je dis, tu viens me voir parce que ton père t'a dit de venir me voir. Alors il me dit, oui, mais bon... j'ai confiance dans mes parents, donc je viens de voir. Oh, ok, good. J'ai suffisamment de relations de proches pour qu'ils travaillent. Et il me dit, voilà, je veux être diplomate. Je dis, ton père m'a dit que tu ne savais pas quoi faire. C'est tout tracé, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être diplomate? Bon, faut faire Sciences Po, faut faire tout ça. Je lui dis, ok, la séance est terminée. Bon, si son père me l'avait envoyé, je me disais bien qu'il y avait d'autres choses derrière, quoi. Et puis je lui dis, mais pourquoi tu veux être diplomate? C'est-à-dire, être diplomate, c'est égal à quoi? Ou ceci implique d'être diplomate. Voilà, moi je cherchais des croyances, c'est-à-dire des représentations à un moment donné. Et il me dit, je veux être diplomate parce que diplomate égale haut fonctionnaire. Alors, jusque-là, je lui dis, je crois qu'on est d'accord. Et je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire haut fonctionnaire? Ça veut dire une personne qui ne souffre pas du chômage. Ah, d'accord, alors tu veux être diplomate pour ne pas avoir à être confronté au chômage, c'est ça? Il me dit non, je veux être diplomate parce que c'est un haut fonctionnaire. Ah, ok. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire haut fonctionnaire? Vous voyez, je cherche la structure, ceci égale cela ou ceci implique cela. Ça veut dire quoi pour toi être haut fonctionnaire? C'est avoir un job intéressant. Ah, c'est intéressant ça. Être haut fonctionnaire, c'est égal à avoir un job intéressant. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas haut fonctionnaire, mais pour moi, j'ai un job intéressant. Alors je lui dis, et moi j'ai un job intéressant? Il me dit, si ça te plaît, oui. Formidable. Mais c'est quoi cette philosophie du « si ça te plaît » Et donc, je continue et je lui dis, et toi ça te plairait d'être haut fonctionnaire? Ah non, pas du tout. Ah bon? Alors pourquoi tu veux être haut fonctionnaire? Parce que je veux me marier. Alors, je vous la fais un peu caricaturale, mais c'était plus nuancé, mais c'est quand même ça. Je veux être haut fonctionnaire parce que si je suis haut fonctionnaire, ça fait rire les filles parce que quand les filles rient... Non, je déconne là. Je veux être haut fonctionnaire parce que si je suis haut fonctionnaire, alors je peux me marier. D'accord. Et pourquoi tu veux te marier? Parce qu'aujourd'hui... parce que je veux des enfants. Ok, t'en veux combien? 4. Je dis, ah d'accord. Bon, ils étaient très chrétiens, donc c'est un petit peu dans la culture. Et, ok, t'en veux 4, t'es amoureux? Non. Mais quand je serai haut fonctionnaire, oui. Encore une fois, je caricature, mais pas tant que ça, si vous voulez. Là, ce qui est drôle, c'est de voir tous les liens qui sont en fait embarlificotés dans tout plein de choses. Et puis tout d'un coup, vous voyez ce qui se dessine, ça s'appelle le territoire d'une croyance. Ceci égale cela, qui implique ceci, qui implique cela, qui ta. Et ça peut donner eh bien, je veux être diplomate parce que je veux avoir 4 enfants. Je ne lui ai pas fait le coup de la petite graine et de la cigogne.
je me suis dit que ça ne relevait pas de mes prérogatives. Vous voyez bien que, encore une fois, ça fait sourire, mais pas tant que ça. Parce qu'on fonctionne de la même manière, mais on ne le sait pas. Pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'on dit que nous n'avons pas de croyance, parce que nous croyons ce qui est vrai. Non, 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 non. Nous disons que c'est vrai parce qu'on le croit. Vous voyez? Et là, c'est tout le territoire. Donc, je vous le fais rapidement. Vous voyez que ici, la croyance, c'est une conclusion à partir d'une expérience qui est à la fois physique, émotionnelle et mentale, qui donne sens à l'expérience, que j'ai généralisée, en omettant, en distordant certains aspects du réel, qui structure mes limites, mes interdits, mes obligations et mes permissions, mes liopes. Hein, donc, Doc de Yop, quoi. Hein. Et donc, c'est devenu, j'allais dire, un slogan quand j'accompagne quelqu'un et que là, je dis « Oh là, Doc de Yop !» La personne ne comprend pas, mais moi, je me comprends. C'est-à-dire, là, il y a pas mal de croyances à travailler, de représentation. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que à partir du moment où la croyance donne sens à ma vie, je vais pouvoir travailler les croyances pour éventuellement réinterpréter le réel. Qu'est-ce que c'est changer de croyance? C'est réinterpréter le réel. Ou réinterpréter votre réalité, qui est le résultat de ces filtres. Et tout d'un coup, on va avoir finalement des protocoles qui sont assez simples. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Souvent, le bon sens, ça marche. Vous voyez que vous auriez très bien pu accompagner ce garçon qui voulait être diplomate. Aujourd'hui, il est en 4e année de médecine. Hein. C'est-à-dire, il a complètement changé. Et son père m'a dit, avant Jérôme, t'es fort. J'allais dire, n'importe quelle personne aurait eu vraisemblablement le même résultat. Si vous connaissez déjà les docs de Yop et les 3 filtres, qu'ils soient physiologiques, sémantiques et psychologiques, là, vous êtes les rois du pétrole. Hein. Malheureusement, dans les écoles de coaching, on n'enseigne pas ça. Et là, en moins d'1 heure, je vous l'ai enseigné. Hein. Et donc, vous savez tout de suite. Alors, sachez que dans les bouquins, il y a plein d'exercices que vous pouvez faire pour vous-même hein, et qui sont assez marrants. Ces exercices sont marrants parce que tout d'un coup, vous dites « Ah oui, celle-là, je ne l'avais pas vue. » Ah d'accord. Et, c'est assez, et là, c'est vos enfants qui vous remercient. Hein, c'est vos enfants. Alors, juste... L'un des problèmes, c'est que s'il s'agit, pas un des problèmes, mais une des quêtes dans la vie, c'est de donner du sens. Alors quand vous avez des questions de sens, elles concernent un certain nombre de sujets. Soi-même, je suis qui? Je m'engage comment? Je fais quoi? Les autres, est-ce que l'autre va m'aimer? Est-ce que l'autre va me donner ce que je désire? Est-ce qu'il va falloir que je paye l'autre pour obtenir ce que je veux? Toute ressemblance avec des choses que vous pourriez expérimenter, mais non, vous ne les expérimentez pas, vous. Moi, si j'ai écrit tant de pages, c'est parce que moi, j'ai des problèmes comme ça, pas forcément vous. On a des croyances sur le monde est méchant. Le monde nécessite qu'on le corrige. Les enfants doivent être corrigés. Ce sont des conclusions tirées à partir d'expériences émotionnelles, mentales, etc. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est n'importe quoi. Je suis en train de dire, voilà, les croyances servent à donner du sens sur tout ça. Ça concerne l'avenir, ça concerne la mort, ça concerne la maladie, ça concerne Dieu. T'es qui, Dieu? Je vous recommande un petit livre qui a été écrit par un type qui s'appelle Finn, F-Y-2-N, qui s'appelle Anna et Mr. God. C'est remarquable. C'est une petite fille qui est morte à 6 ans et qui avait une intuition extraordinaire de Dieu. Et donc, elle avait un copain qui avait 19-20 ans, qui était Finn. Et c'est très intéressant, la représentation qu'elle a de Dieu. C'est super. C'est un livre, c'est pas un conte. Hein. C'est une vraie histoire qui s'est passée dans les années 30. Alors, en fait, je voudrais juste maintenant vous donner ça. Bon, je vais aller vite là-dessus. Je vais passer à la suivante. Les croyances, il y en a 5 types. Ce qu'on appelle les croyances saines et ouvrantes. Alors les croyances saines, hein, je n'ai pas le temps de vous le décrire, elles ont un certain nombre de caractéristiques. C'est-à-dire elles vous permettent d'utiliser toute votre force, votre intelligence, pour accomplir ce pourquoi vous êtes né, à savoir transformer le monde et lui donner du sens. Voilà. Donc on va déclarer qu'une croyance saine, c'est ça. Alors il y a des croyances neutres. Je pense que demain il fera beau. Je crois que demain il fera beau. Ça ne va pas avoir une grande incidence, si vous voulez. Ensuite, le point suivant, c'est, troisième type de croyance, c'est les croyances limitantes.
Alors, une croyance devient limitante, alors qu'elle a pu être très ouvrante à un moment donné de votre existence, quand elle devient contraignante ou qu'elle vous invalide pour réaliser les objectifs que vous vous fixez. C'est comme ça qu'en psychologie humaniste, on déclare ou on définit une croyance limitante. C'est quelque chose, c'est une croyance qui vous empêche de réaliser ce que vous voulez réaliser. Imaginez que vous vouliez changer de métier. Si vous croyez que vous ne pourrez jamais y arriver, pas top quoi. Voyez ? Ou vous pensez que changer c'est vraiment très très difficile, et si jamais vous allez voir quelqu'un et qu'en 2 séances c'est réglé, vous dites « Ah non, 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 c'est pas possible, j'ai pas changé ». Et donc vous allez retrouver les vieux comportements parce qu'au moins votre dissonance cognitive est remise d'aplomb, quoi. Ça arrive. Hein. Voilà. Donc ça c'est les croyances limitantes. Alors après, il y a ce que j'ai appelé les croyances pathogènes. Les croyances pathogènes, c'est les croyances qui vont générer la maladie. D'accord ? Et puis enfin, les croyances mortifères. Alors, qu'est-ce qu'on définit comme croyances pathogènes ? C'est les croyances qui vont vous amener la maladie, mais vous n'allez pas forcément le savoir a priori. Autant il faut un accord avec la personne, et notamment définir un objectif pour travailler ces croyances limitantes, c'est-à-dire, on va dire à la personne, mais tu veux atteindre quoi pour remettre en cause des croyances qui t'ont aidé à grandir ? Il ne s'agit pas de changer les croyances limitantes, il s'agit d'abord de qualifier en quoi elles sont limitantes par rapport à un objectif. C'est ce que je dis dans le 2e bouquin vert, je dis, ce qui va être indispensable pour travailler les croyances, c'est qu'on établisse un objectif pour voir en quoi la croyance est limitante. D'accord ? Mais, j'ajoute, vous avez une obligation de prendre soin de l'autre si vous repérez 3 symptômes, parce que ces 3 symptômes sont le signe que la croyance limitante va devenir pathogène. Le premier symptôme, c'est le désespoir. Quand vous avez quelqu'un de désespéré, c'est que vraisemblablement, elle a une croyance concernant un objectif qui est absolument impossible pour elle à atteindre, et elle en fait une question de vie ou de mort. Il faut absolument que je sois numéro 1 mondial de tennis. Bon, c'est pas gagné, voire même c'est définitivement perdu en ce qui me concerne. Mais si je dis je me définis par le fait d'être dans les 5 premiers mondiaux au tennis, eh bien, ça va générer du désespoir. Quand il y a du désespoir, qu'est-ce qu'il faut travailler ? Je le dis pour les coachs qui sont là, travailler la redéfinition de l'objectif qui est en fait hypertrophié et la personne a une croyance autour de l'objectif. Deuxième symptôme qui est très important, c'est la notion d'impuissance. C'est-à-dire je ne suis pas capable. Ce n'est pas l'objectif qui est inatteignable. C'est moi. Je n'ai pas les capacités, je n'ai pas la compétence pour faire ça. Et donc dans ces cas-là, il va falloir travailler, pour ceux qui sont familiers avec la pyramide de Dilts, enfin les niveaux logiques de Dilts, il va falloir travailler les capacités et les compétences. Parce que la personne dit « je n'arrive pas à adopter les bons comportements ». Un comportement qui est très très difficile pour moi à adopter, c'est de ne pas manger de pain. Parce que j'adore le pain. Simplement, dans le pain, il y a du gluten. Et le gluten fait ballonner, et moi, ça me pose un gros problème. Et donc, j'ai essayé pendant des années. Et donc, j'arrivais pas à adopter le bon comportement. Ben, ça relève à un moment donné, soit de capacité, c'est-à-dire, je ne sais pas m'empêcher de manger du pain, ou alors, je crois que je ne suis pas capable de m'empêcher de manger du pain. C'est très simple. Et donc, il faut travailler sur la capacité, le comportement, mais aussi les croyances. Qu'est-ce qui joue autour de ça ? Vous voyez ? Et donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer parce que vous avez une croyance très forte qui vous empêche d'apprendre le comportement qui vous ferait adopter le comportement qui est adéquat. Donc, vous n'avez pas la compétence parce que vous avez une croyance qui vous empêche de faire ça. Il faut travailler à ce moment-là les croyances. Mais c'est parce que vous dites « je veux développer telle compétence » ou plutôt « je veux développer tel comportement pour structurer mon environnement, pour être plus heureux dans la vie, ou etc. » Vous voyez ? Là, on a bien un objectif. Et deuxième point, si vous avez des gens qui manifestent l'impuissance, potentiellement, ça peut devenir une croyance pathogène. Troisième symptôme sur les croyances limitantes qui peuvent devenir pathogènes, c'est le symptôme qui concerne l'estime de soi. C'est-à-dire « je n'ai pas de valeur ». Oui, les autres ont de la valeur, mais moi, dans ma famille, tout le monde a réussi, mais moi, je n'ai pas assez de valeur pour réussir. Ces 3 symptômes-là, désespoir, impuissance, manque de valeur à ses propres yeux, ce sont 3 symptômes de ce que potentiellement une croyance limitante va devenir pathogène. Donc,
être un coach, être un thérapeute, si vous voyez ces symptômes-là, vous n'avez pas besoin de passer un contrat pour aller travailler ça. Vous savez que ce sont 3 symptômes où il y a du danger. Dans ces cas-là, il faut que vous assistiez la personne. Si vous ne le faites pas, c'est non-assistance à personne en danger. Aussi simplement que ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'il y a des moments, les gens, ils ont une telle mésestime d'eux-mêmes, et ils viennent en disant « je veux maigrir ». Ou je ne sais pas, je veux retrouver du travail. Il y a un certain nombre de personnes ici qui travaillent, qui sont bénévoles chez Force Femmes. Et donc Force Femmes, c'est une association qui crée un réseau de femmes et d'hommes, accompagnants, professionnels accompagnants ou bénévoles, pour accompagner des femmes dans la perspective qu'elles retrouvent du travail alors qu'elles ont 45 ans et plus. Alors je travaille avec elles en supervision pour voir ce qui se joue. Et on s'aperçoit souvent que les personnes, elles ont des croyances sur elles-mêmes où il y a du désespoir, où il y a de l'impuissance et où il y a une mésestime de soi, un manque de valeur à ses propres yeux. Là, moi, en tant que superviseur, je dis, attendez, ne leur demandez pas de refaire un CV. Ce n'est pas ça qui va faire qu'elles vont retrouver du boulot. Il faut faire un travail de nettoyage sur... Elles se fixent quoi comme objectif? Parce que vraisemblablement, l'objectif est beaucoup trop surdimensionné. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir travailler leurs capacités. Elles ont besoin d'apprendre quoi? Et troisième point, qui sera d'ailleurs le premier, il faut restaurer l'estime de soi. D'accord? Donc vous voyez que là, ça donne un vadémécum, ça donne finalement une direction à l'accompagnement. Vous ne travaillez les croyances que s'il y a un objectif, sauf s'il y a l'un de ces 3 symptômes-là. Et puis enfin, il y a les croyances mortifères. Alors les croyances mortifères, c'est celles qui disent « la vie, c'est la mort ». Ça s'appelle un terroriste. Je ne me suis pas spécialisé là-dedans, je préfère que le GIGN s'en occupe. Voilà, ce n'est pas de mon ressort. Ce qui est du ressort des coachs, des thérapeutes, des accompagnants sociaux, etc., c'est de bien identifier éventuellement la croyance limitante en regardant la tendance qu'elle aura à aller vers le pathogène et comment vous pouvez l'amener jusque-là. Accompagner les croyances, je le redis, 1, définir un objectif. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est écrit dans le bouquin. Et à un moment donné, dire, quelle stratégie on prend? On va d'abord, si c'est pathogène, restaurer l'estime. Ensuite, on va développer les capacités, après avoir travaillé sur le calibrage de l'objectif. Et donc, la syntaxe des croyances, c'est ceci égale cela, ou ceci implique cela. D'accord? Par exemple, j'en ai une aussi qui est dans le bouquin. S'engager implique avoir une place dans la société. C'est-à-dire, si je m'engage, alors j'ai une place dans la société. Et si j'ai une place dans la société, ça donne du sens à ma vie. Ok, et si tu as du sens à sa vie, ça me permet de vivre. Donc, ça donne, vous voyez, tout le territoire. Ceci A implique B, qui implique C, qui implique D. Et ce que fait le cerveau, c'est qu'il prend A et il prend D. Et ça donne, très simplement, s'engager, c'est vivre. Et donc, si vous dites à la personne, et si on ne s'engage pas, on vit ou pas? Et la personne vous répond non. Et moi, vous considérez que je m'engage? Forcément, puisque vous vivez. Docteur, je sais maintenant que les morts saignent. Vous voyez, c'est tout ça. Et donc, une fois qu'on a identifié la syntaxe, on va identifier le territoire. Ceci implique cela, qui est égal à ceci, etc. Et comment vous allez travailler ça? Vous prenez le lien qui est le plus fragile. Parce qu'il y en a parfois qui sont bien verrouillés. S'engager, c'est vivre. Donc vous allez dire, oui, mais s'engager, c'est quoi d'autre? S'engager, c'est avoir une place dans la société. C'est vrai ça? Ça dépend. Ça y est, vous avez trouvé l'endroit où c'est le plus fragile. Ding, vous tapez là-dedans. Mais vous tapez là-dedans, non pas parce que vous croyez que s'engager n'est pas équivalent ou n'implique pas le fait d'avoir une place dans la société, ça on s'en fout, c'est vous. C'est ce que l'autre dit, parce que vous croyez. Et donc je refais ce que je disais tout à l'heure en début, c'est quand je fais des conférences, il y a des gens qui me disent « ça, Jérôme, c'est une croyance ». Et quand je leur dis « prouve-le », j'attends qu'ils me disent « oui, parce que ce que tu es en train de dire, c'est ceci égale cela ou ceci implique cela, et ça, c'est discutable. Et ça parle de toi. » Et là, je dis « chapeau bas, vous êtes un professionnel ». Je pense qu'il faudrait apprendre ça très tôt, alors en 6e, quoi. Parce que ça ferait qu'on se sentirait mieux. Vous voyez ? Donc on va aller travailler le territoire des croyances. Mais pour travailler une croyance, il faut d'abord identifier à quoi elle sert.
Et il y a des gens qui disent, on va supprimer tes croyances limitantes. Oh malheur! À quoi ça te sert cette croyance? Et je vous rappelle que, la première fonction utile de la croyance, c'est de donner du sens à ce qu'on expérimente. 2, c'est finalement d'établir une stabilité identitaire. 3, ça c'est très important, c'est qu'une croyance vous permet de ne pas être en contact avec la souffrance initiale, événement éventuellement traumatique qui a été à l'origine de l'établissement de la croyance. Donc croire ceci ou cela me permet de me distancier par rapport à la souffrance de l'événement initial, ce qu'on appelle l'événement de référence en programmation neurolinguistique. Et donc à un moment donné, si vous voulez travailler la croyance, il va falloir très clairement dire « mais ça te sert à quoi de croire ça ?» Mais ce n'est pas une croyance, c'est la vérité. Bon, ça sert à quoi d'affirmer cette vérité? Il faut reprendre le langage de l'autre. Ça me sert à ça. Ok. Et est-ce que tu pourrais avoir ce ça en affirmant d'autres choses? Et si la personne dit oui, vous avez gagné. Donc, si vous n'identifiez pas la fonction utile spécifique dans des fonctions utiles génériques d'une croyance, surtout n'y touchez pas. Surtout n'y touchez pas. Il y a des croyances qui ne sont pas très structurantes, mais surtout les croyances structurantes, voilà, ça me définit. C'est ça sa fonction. Et donc, identifier la fonction utile, donner du sens. Mais une croyance aussi, ça sert à incarner une valeur. Ce que je crois, c'est parce que j'ai telle valeur. Et cette valeur, en PNL on le dit bien, qu'est-ce qui est important pour toi? Ce qui est important pour toi, c'est ça. Et bien la PNL va dire ça, c'est une valeur. Une valeur pour toi, c'est même un critère. Et le critère se définit par rapport à un besoin. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et du coup, on a le besoin qui va se transformer en valeur, qui va se transformer en croyance, d'accord, éventuellement limitante, qui va se transformer à l'intérieur de soi, ce qu'on appelle une injonction, c'est-à-dire fais ça et tu vas gagner. Et à un moment donné, ça va nous amener à mettre en place tout plein de solutions devant les problèmes inédits qui se présentent à nous. Et ce que dit la systémique, c'est que la solution, c'est le problème. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que cette solution ne marche pas et elle renforce le problème. Et si elle renforce le problème, c'est parce que derrière cette solution, il y a une injonction. Derrière cette injonction, il y a une croyance. Derrière cette croyance, il y a une valeur. Derrière cette valeur, il y a un besoin. Et donc, on sait très bien, pour les coachs qui connaissent bien Coach Intime de Vincent Lennart, la première chose qu'on apprend dès le module 1, c'est le fameux RPBDC. RPBDC, c'est-à-dire quel est le réel, dit Vincent. J'ai travaillé 6 ans et j'ai écrit son enseignement, donc je l'appelle Vincent parce qu'on a quand même encore une relation assez intense. Et donc, Vincent parle du réel. Dans mes bouquins, je dis non, ce n'est pas le réel, c'est la réalité construite. Donc la personne est en contact avec la réalité, pas le réel. Donc une fois qu'on a le réel, on essaye d'identifier le problème, puis on essaye d'identifier le besoin, puis on essaye d'identifier la demande, puis on contractualise pour répondre à la demande. Et donc à un moment donné, il y a le mot besoin. C'est un bijou, ça. Il faut répondre aux besoins de la personne. Donc derrière toute croyance, il y a un besoin qui passe par une valeur. Donc vous voyez comment vous pouvez travailler. Vous regardez la syntaxe, c'est ça que vous cherchez. Vous essayez d'identifier à quoi ça sert. Vous voyez s'il y a un objectif qui est plus grand ou qui est empêché par cette croyance. On passe un contrat en disant peut-être on peut revisiter. Si vous avez l'accord, vous revisitez. Qu'est-ce que vous cherchez? Les équivalences de égal ou implique, c'est-à-dire toutes les équivalences concrètes, on va dire. Et là, vous avez un boulevard. Et après, une fois que c'est fait, la personne dit... Mais comment j'ai pu m'emmerder pendant tant de temps? Comment j'ai pu croire à ça pendant tant de temps? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de nécessité d'avoir un objectif qui exigeait de réviser les croyances, c'est tout. Et donc là, la personne a besoin d'être rassurée en disant le temps de l'homme, vous savez, c'est juste le temps qui arrive au bon moment. D'accord? Alors vous pouvez vous poser la question, comment se met en place une croyance limitante? Ah putain, je suis à 21h32, on va bientôt s'arrêter. Je termine là-dessus en revisitant les différentes vidéos. Eh bien, une croyance limitante, ça se met en place quand vous avez un événement unique qui génère une émotion très forte et très désagréable. Donc un événement unique qu'on va qualifier de traumatique. En quoi il est traumatique? C'est parce que ça vient remettre en cause l'intégrité de votre personne.
c'est-à-dire la cohérence interne. Donc si vous avez un événement unique qui est vécu seul, sans discours à propos de l'événement, c'est-à-dire sans lieu de parole pour évacuer le trop-plein émotionnel, et qui va toucher l'intégrité de votre identité, vous pouvez être sûr que là, va se mettre en place une croyance limitante. Et cette croyance limitante, à un moment donné, peut devenir pathogène. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la croyance limitante est le résultat d'un événement traumatique, alors, enlever la croyance qui a pour fonction de ne pas être en contact avec la souffrance, c'est dangereux. Ça revient à dire « accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle ». Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, ce qui nous amène à dire quelle est la différence entre l'accompagnement en coaching ou l'accompagnement en thérapie, c'est que vous allez pouvoir accompagner des croyances limitantes qui sont limitantes mais qui ne touchent pas l'intégrité de la personne et qui n'est pas le résultat d'un phénomène traumatique. Mais dès lors qu'il y a un phénomène traumatique, il va falloir aller soigner ou revisiter l'événement traumatique, le réinterpréter et éventuellement traiter le reliquat d'émotions qui n'est pas digéré. Et que le corps va enquister dans les cellules, etc. Et quand la personne dit « j'y arrive pas, je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur », là, c'est vraisemblablement l'émotion, elle est enquistée dans le corps. Et là, travailler cognitivement sur la croyance, simplement en identifiant la grammaire en jeu, là, vous essayez de soigner un cancer avec une aspirine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aller regarder ça. C'est ça qui va différencier fondamentalement le travail des croyances, soit en thérapie, soit en coaching. Vous voyez, y a-t-il à l'origine, c'est-à-dire à la mise en place de cette croyance limitante, y a-t-il un événement traumatique ou pas? La plupart d'entre nous ne vivons pas des expériences traumatiques. Donc une croyance limitante, ça peut venir de quelque chose qui vous est répété, typiquement par des professeurs, par des parents, etc. Et donc cette croyance limitante n'est pas le résultat, où à l'origine, il n'y a pas un élément traumatique, il y a juste une répétition. Vous voyez? Et donc, ça, c'est ça qu'il faut que vous résolviez. Et à un moment donné, il peut y avoir un conflit de valeurs. Alors, si effectivement, je fais ça, je respecte ça. Mais si je fais ça, je ne respecte pas ça. Et la personne dit, oui, mais je voudrais aller là. Et donc, il y a ce qu'on appelle un conflit de valeurs. Donc, un des points sur les croyances, ça va être de re-hiérarchiser les valeurs. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Il y en a plein. Et je voudrais revenir à ces fameuses les protocoles de traitement. Alors, vous allez trouver dans mon deuxième bouquin les protocoles qui sont là et un peu plus. Mais d'abord, il y a le travail du bon sens et de rigueur intellectuelle. Questionnement simple et clarification de l'objectif avant de travailler la croyance. Ça, c'est relativement simple. Pourquoi tu veux devenir diplomate? C'est juste ça. Et après, il dit, non, je veux devenir médecin. Et il me dit, en plus de ça, il y a plus de nanas que chez les diplomates. Parce que son objectif, quand même, c'est de se marier. Alors, maintenant, il vit avec quelqu'un et il ne s'est pas marié. Il y a un petit peu la révision, quand même. Hein. Tout d'un coup, il dit, voilà. Donc, il y a ça. Autre chose, c'est un truc qu'un certain Greg Braden, qui est un joyeux illuminé, qui est très, très sérieux au demeurant, mais il a dit le pacte logique. En fait, dans notre cerveau, il y a une logique. Si j'ai ça, et si j'ai ça, alors je suis ça, typiquement. Et donc, il y a un pacte logique qui vous permet de travailler sur vos croyances pour être la personne que vous voulez devenir. Un autre point, c'est le travail, the work, de Byron Katie Mitchell. Donc, il est où, Paul? Il est là, Paul. Donc, Paul et moi, on a travaillé avec Flavienne Sapali, ceux qui la connaissent. J'ai été à son stage sur travailler avec The Work de Byron Katie Mitchell. Alors, son protocole est très simple. C'est, est-ce que ce que vous dites, c'est vrai? Donc, sa logique, c'est allons questionner nos pensées, parce que nos pensées génèrent nos émotions, qui génèrent nos comportements. Donc, première question, vous allez voir, c'est très simple, hein, mais alors, je peux vous dire, ça décape. Hein. Est-ce que ce que vous dites, c'est vrai? Ma femme ne me reconnaît pas. Est-ce que c'est vrai? M'énerve. Oui, c'est vrai. Deuxième question du protocole, il y en a 4 des questions. Est-ce que c'est vraiment vrai? Alors là, quand le thérapeute ou ceux qui vous accompagnent vous posent ça, une deuxième question, vous dites, là, il doit vouloir dire quelque chose. Donc je re-questionne et je dis, ça dépend. Ça dépend. Troisième question, c'est dingue. C'est qui vous seriez
sans cette pensée. C'est ça, hein. J'en ai sauté une, oui, ça c'est la 4e. La 3e, c'est... Oui. Quand vous avez cette pensée, quel comportement vous mettez en œuvre? Je lui achète plus de fleurs. Elle n'a qu'à me reconnaître. Ok. Et qui vous seriez si vous n'aviez pas cette pensée? Je serais un bon mari qui aime sa femme. Et donc, après, il y a une deuxième phase qu'elle appelle la phase de retournement. La première phase de retournement, c'est « et si c'était moi? Et si c'était moi qui n'étais pas bienveillant avec elle, qui ne reconnaissait pas ma femme? Et si c'était moi ?» Premier retournement. Ah oui, là, ça va questionner un petit peu ma représentation. Deuxième retournement, ça c'est sympa, c'est... En fait, le deuxième retournement, le troisième en tout cas, c'est en fait ma femme est attentive à moi. Elle fait attention à moi. Elle me reconnaît. Et donc tout le travail de Byron Katie, c'est de faire travailler les pensées et de voir tout ce qui est induit par ce questionnement. Et vous le refaites chaque fois qu'il y a une nouvelle croyance ou une nouvelle pensée qui vient. Allez, vous avez trouvé cette pensée. Ok, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Quel comportement vous adoptez en pensant que c'est vrai? Et qui vous seriez sans cette pensée? Vous faites ça. Faites ça pendant une journée. Je vous assure, vous allez perdre des kilos. Hein. Pas nécessairement des kilos de poids, mais des kilos de poids. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui vont s'éliminer. Puis après, vous retournez. En fait, ma femme est très attentive. Je fais le dernier retournement. Si je dis exactement le contraire de ce que je pensais, ben, je peux vous dire, ça fait travailler à fond. Ça, c'est du bon sens et ça ne demande pas une compétence particulière. Bon, il y a 50 pages là-dessus, vous suivez ça, il y a plein d'exemples, formidable. Deuxième manière de travailler, travail cognitif et comportemental, en coaching et éventuellement en thérapie. Donc vous avez tout ça c'est plein de choses. Bon, je pourrais vous expliquer, mais on va aller à l'essentiel. Et puis en thérapie, c'est là, cette fois-ci, un travail corporel autour de l'émotion. Je décris deux grandes approches, qu'on appelle les approches associatives et les approches dissociatives. Par exemple, l'hypnose ericksonienne, elle est plutôt dans la dissociation. C'est-à-dire on demande à l'inconscient de gérer, mais on se dissocie pour ne pas ressentir. Si vous prenez l'Emotional Freedom Technique, le EFT, c'est exactement le contraire. C'est on vous associe pour réactiver votre système de décompression par un processus de tapping ou d'acupression. Donc tout est écrit, tout est décrit, et bien sûr, je donne non pas des adresses, mais les gens avec qui j'ai fait ça, et où vous pouvez vous former, etc. Parce que tout ce qu'il y a dans les bouquins, c'est des choses auxquelles je me suis formé. Hein. Donc voilà. Et du coup, on va retour sur les vidéos, et maintenant on va les regarder à nouveau. Alors ce que je vous propose, c'est de chercher essentiellement les syntaxes. Pas « ha ha ha, ça c'est une croyance », parce que je sens que c'est une croyance. Je vous demande de vous dissocier de ce que vous croyez vous-même. D'accord? C'est vraiment, vous cherchez la syntaxe. Ceci égale cela, ou ceci implique cela. Je vais prendre un café, ça va me détendre. Hein? Des trucs comme ça. Oh, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était tous là comme ça autour d'une table. Moi j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des couches sur la tête de maman avec, mais tu sais, avec le poisson. Du poisson? Ouais. Écoutez. Mais c'est très bon ça. Du poisson, c'est de l'argent? C'est très bon. Mais C'est tu vas de gagner de l'argent. l'argent. Ceci égale cela. Ah bon? Lui, c'est pas tout à fait dans son cadre, mais bon, pourquoi pas? C'est ça? Vous m'offrez un chien? Ça te fait pas plaisir? Tu fais une drôle de Elle est tête. surprise. Oui, voilà, je suis surprise, mais... Vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande expérience des chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens. Et, je J'ai peux une vous grande assurer que quand vous expérience saurez parce que ce que j'ai c'est, toujours alors là, vécu avec. vous serez vraiment Ok. surprise. Pourquoi pas? Vous voulez que je vous dise le fond de mon cœur? Ah, là c'est sérieux. Là. Un chien ne vous décevra jamais. Un chien Mais c'est ne vrai. vous décevra Malheureusement, c'est jamais. vrai. Oui, ça peut sembler idiot. C'est ce que je vrai, dis, dit mais l'autre, personne c'est vrai. Personne ne m'a comprise comme Freddy. Et quand il est mort à 18 ans passés, vous savez ce que j'ai fait? Oui, voilà. J'ai déménagé. Ah, c'est bien de le Alors, reconnaître. mort implique déménagement. On dirait le chien d'Henri. Pourquoi C'est pas? la même race.
Depuis Freddy, j'achète toujours la même race. Ouais, c'est ma mère aussi qui me l'a offert, celui qui marche plus, là. Et c'est le seul problème avec ces chiens. C'est le seul problème avec ces chiens. Mais alors, sans jamais se plaindre, toujours de bonne humeur. Moi, Caruso, Le chien toujours de bonne Et le humeur. vôtre, il était Faut y paralysé aller quand même, aussi. Bien sûr. Oh, bête. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'elle est sensible, hein, cette petite. Elle pleure, donc elle est sensible. Ça va les enfants? Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Oh, j'en ai marre en ce moment des enfants. Michael, lui, ça va toujours. ça va Mais toujours. Kevin, oh, écoute. Oh, je n'en peux plus. Il ne cherche qu'à me contrarier. Tu sais ce Il qu'il ne m'a cherche fait qu'à me contrarier. C'est Une ce qu'on appelle otite. une équivalence d'intention. C'est les J'ai demandé pour ça, à moi-même. Vous êtes fait tout seul de toute façon. C'est pas une question. Il y a des gens qui m'ont aidé. Tu fais rien toi-même. On fait tous ensemble. Ça, c'est Vous êtes une battu croyance. pour arriver jusqu'à Je me suis battu. Vous Et aviez- quand tu te bats, Vous aviez dans la tête et un quand truc tu et- parles, les gens t'écoutent. Et ceux qui t'écoutent, Quand tu qui parles, sont les plus gens haut que t'écoutent. toi, Ah te bon? mettent plus haut que... Et c'est à toi de les mettre plus haut que toi. Et vous voyez, Ça, c'est la c'est... vie. Vous écrivez « Pas un instant, durant ces 20 années, de 1981 à mai 2000, je n'ai pris au sérieux mon succès, la consécration du public, encombré par mon obsession pour le cinéma. Oui, bon, je suis drôle. Et alors ?» Oui, ça fait... Oui. En fait, non, ma vraie Elle vocation, valide. c'était la musique. C'est d'ailleurs dit dans le livre. Et enfin, en fait, mes deux amis, je dirais, parce que j'étais plutôt une solitaire quand j'étais enfant puis ado, c'était la musique, ça m'a aidé à vivre, et le cinéma. La musique, c'était impossible que j'aille vers la musique parce que c'était impossible que je fasse un métier qui donne du plaisir, parce que le plaisir C'était n'existait pas chez nous. impossible que je Et crois fasse que un les gens de ma métier qui me génération donne du savent plaisir. ça, ils connaissent ça. Ça, c'est existentiel. Donc bon, voilà, il faut que ce soit dur le travail, donc la musique on n'en Il parle même faut pas. que ce soit En dur plus, le mes travail. parents n'ont pas vu que j'étais très douée pour la musique, donc bon, ben voilà, on Ils m'a vous ont pas pas encouragé. Ouais, Donc ils m'ont c'est pas parce que encouragé. mes parents Ouais. n'ont pas Vous ne vu que prenez je n'étais jamais pas doué, aucun plaisir à que être j'étais travail. doué, c'est de la C'est faute de fou, quelqu'un d'autre. Muriel. Je travaille. Bah non, on peut l'entendre. Je fais un truc, je sais que ça va faire plaisir aux gens et Si ça suis fait cohérente. plaisir J'ai toujours aux dit que gens, c'était mon petit c'est humanitaire ok. à moi. Mais il faut bien que ça Ça coûte un m'ennuie. peu parce que, enfin, non, mais vous voyez comment ma phrase veut dire à quel point comment j'ai été élevée. Faut bien que ça coûte un peu. Il faut bien que Vous ça voyez, coûte un peu. déjà, Vous voyez bien vraiment, qu'elle j'ai une dit bourresse de ce c'est dans moment- mon éducation. de ce moment fourgué. Non, on peut faire quelque chose sans que ça vous coûte et dans le plaisir. Ah, là, il y a une libération Moi, d'une croyance qui c'est était très normal que ça me structurante. coûte un peu. L'important, c'est que peut- ça fasse plaisir à d'autres. Ça peut coûter un peu, C'est mais un métier l'important, qui vous c'est rend que ça pas fasse heureuse. plaisir Ouais, aux Vous allez autres. faire pendant plus de 30 ans, Ouais. Muriel. À 50 ans, je suis arrivée au bout et je me dis, et je suis vrai, je vais pas tenir longtemps. Je veux mourir. Voilà. Je veux vraiment C'est-à-dire, on va mourir. jusqu'à La vie ne m'intéresse pas l'absurdité du tout. de la croyance. Parce que vous Donc faites là, un il métier est temps qui, d'en depuis changer. 30 ans, ne vous rend pas heureuse. Bah oui, À l'époque, celui que je c'était voudrais 20 ans. faire, la Le musique, cinéma. c'est pas, je suis passée à côté, les tournages, c'est comme si je n'existais pas. Je sais pas pourquoi je vais me mettre debout. C'est comme Pour si qui je vais me n'existais mettre debout pas. Équivalence. Donc de- c'est très très compliqué tout ça, ça fait là. Et puis je me vois me déformer, je me vois devenir. J'ai approché les 100 kilos. Alors ça faisait beaucoup rire toujours mon ami Tony Krantz à qui je disais pour Noël, attention, il manque 2 kilos, je ferai le quintal, on fera la fête. Chérie, t'es pas drôle, hein, chérie. Tu sais comment elle parlait. Et je me suis déformée. Ça, alors, du coup, je savais pourquoi on me. On vous appelait pas au cinéma. Ah bah c'est sûr. Ça c'est sûr, à 100 kilos, on À n'appelle c- personne. hein. À 100 kilos, on n'appelle Je m'appelle personne. Madeleine Wallace. On dit pleurer comme une madeleine. On dit pleurer comme une madeleine et on parle des fontaines, Les fontaines Wallace. les fontaines Wallace. Et son nom, c'est Prédestiné aux larmes. Wallace. Donc c'est Et à un vous moment, dire ça m'a si fait un j'étais mal, parce que destiné je aux me suis dit, mais larmes, coche, puisque je jamais m'appelle mon nom. Wallace. Valérie Vous voyez l'a eu un 3 petit peu fois. l'équivalence de... Tant mieux, Il y formidable. a entre les Je deux. me dis, la vache, il n'y a pas un moment où, au moment de faire la croix, donc je voyais que des stylos qui voyaient Robin, non, surtout non, hein, et je voyais donc que des gens qui ne m'aimaient pas. L'équivalence Qu'on mettait d'intention. jamais à mon nom. Si il Et ça m'a m'enlève, ça veut fait dire qu'il ne douter m'aime pas. beaucoup Le de saut moi comme quantique est comédienne, important. J'ai perdu confiance, mais vraiment quoi. Du coup, vous voyez que là, problème d'estime, paf, non, mais c'est pas la grave. croyance Vous en avez un devient autre. Je pathogène. buvais une bouteille de champagne de plus, et puis c'est pas grave. Voilà. Il me reste à vous dire merci pour votre attention, d'abord. Et puis ensuite, de conclure. Et donc la conclusion, c'est Descartes disait « je pense donc je suis ». Nous savons maintenant que comme nous ne sommes pas en contact avec le réel, mais avec une réalité qui est le résultat d'une interprétation, peut-être ce qui serait plus avisé de dire, c'est « j'interprète » et « je ressens donc je suis ».
en vous remerciant de votre attention.